Bonjour et bienvenue à tout le monde pour cette dernière matinée des Journées de la gauche républicaine avec la plénière « Comment sortir de la crise démocratique ». Alors avec nous pour en discuter, en débattre, Raquel Garrido qui est députée LFI du beau département de Seine-Saint-Denis, Sophie Camard qui est maire de secteur de Marseille, la gauche républicaine et socialiste, Jean-Luc Laurent, qui est ancien député et maire du Kremlin-Bicêtre, et puis Benjamin Morel, qui est constitutionnaliste, alors maître de conférence en droit public et essayiste. Voilà, donc nous avons jusqu'à un petit peu avant midi pour tenir cette table ronde. En principe, nous aurons le temps de questions et de réponses, donc préparez-vous si vous souhaitez intervenir et puis solliciter tel ou tel intervenant ou tous. Il est un peu tard, donc je ne vais pas avoir une introduction très très longue, puisqu'on est directement au vif du sujet, au cœur d'une actualité qui se répète de mois en mois depuis quelques années, avec la démocratie au cœur de notre République. Je sais que certains veulent parler de confiance, donc la démocratie qui repose sur la valeur cardinale de la confiance, je pense qu'on y reviendra. Et tout de suite, si elle l'accepte, j'invite Sophie à commencer à s'exprimer sur le sujet. Merci beaucoup. Donc, j'ouvre le feu alors. Bonjour à toutes et tous, ravie de participer à ce débat sur la crise démocratique. Et donc, avant de parler de démocratie, je voulais juste parler du petit mot de crise que moi, j'essaye de moins utiliser le possible, parce que on le dit tous dans le vocabulaire politique, mais pour moi, ça veut dire que on ne sait pas encore ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas la crise démocratique à laquelle il faut penser, c'est une transformation et une adaptation de la démocratie, et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, je voulais intervenir sur, par rapport à un certain nombre de critères de définition de la démocratie, comment on les adapte aujourd'hui pour effectivement répondre à un malaise profond de l'abstention, etc. Enfin, ça, je pense que c'est sous-entendu dans le débat, mais on pourra revenir dessus. Mais je me méfie toujours du mot crise qui voudrait dire que c'est une perturbation ponctuelle d'un système qui marchait bien avant et qu'on va revenir au système qui marchait bien avant. Et donc, je voulais intervenir un peu sur 5 points. Je ne présente pas du tout être exhaustif, surtout qu'il y a d'autres intervenants. Ils ne sont pas forcément hiérarchisés. Pour moi, il n'y aura pas de retour en arrière sur des choses profondes comme, alors je vais commencer par le climat, tradition politique oblige pour ma part. Évidemment, les transformations, enfin le réchauffement climatique, qui pour moi impacte un des critères de la démocratie, qui est l'état de droit et tout ce qu'on peut imaginer dans la charte des droits fondamentaux et dans les processus de décision aujourd'hui. C'est-à-dire que le rapport à l'eau, à l'air, au sol, à la nourriture, tout ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle effectivement, est complètement redéfini. Et toutes les chartes de droits fondamentaux qu'on a de notre héritage de 1789, de la Deuxième Guerre mondiale, etc., pour moi, doivent être profondément réadaptés par rapport à cette situation nouvelle. Concrètement, parce qu'à chaque fois, j'essaierai de prendre des petits exemples, ça a des implications dans le fait qu'aujourd'hui, le code de l'environnement est un code parmi d'autres, alors qu'en réalité, moi, je vois toutes les questions d'urbanisme, par exemple, si je pratique ça au quotidien, sont en permanence. Il faut savoir que le code de l'environnement et le code de l'urbanisme sont des codes distincts. Et pour moi, par exemple, ils devraient largement, peut-être pas fusionner, mais être mis en cohérence. Et on devrait plus se poser un certain nombre de questions aujourd'hui. On devrait plus avoir des questions de contradiction entre l'environnement et l'urbanisme. Ça devrait se marier ensemble plutôt que de servir à entraver, freiner ou avoir des délais supplémentaires ou contester après coup des projets qui ne sont pas aux normes du nécessaire. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point où on ne reviendra pas en arrière, et là, je crois que ça va parler à tout le monde, c'est la révolution technologique. Donc, forcément, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Donc, on a connu dans l'histoire de la démocratie la presse, les lois sur la presse. Dans les critères de la démocratie, je vous rappelle qu'il y a la liberté de la presse, il y a la règle de la majorité, il y a la délibération apaisée.
en tout cas sous forme non violente. Et or, aujourd'hui, les réseaux sociaux bousculent absolument tout ça. Moi, j'y vois plusieurs conséquences. Par exemple, la remise en cause des corps intermédiaires. Je travaillais longtemps pour les syndicats, je faisais beaucoup de syndicalisme, mais on parle souvent de la remise en cause de la démocratie parlementaire par les réseaux sociaux, mais c'est tous les corps intermédiaires. Et moi, je dis toujours, quand je faisais du syndicalisme, par exemple, je vais faire la vieille là, quand on manifestait avant avec les syndicats, il y avait tout un système de métonymie, c'est-à-dire que la manifestation ouvrière représentait l'intérêt général. Aujourd'hui, de plus en plus, par ces systèmes d'activisme sur les réseaux sociaux ou de manifestation, on théorise la minorité active. Et moi, ça me pose toujours des questions sur la manière qu'on a à parler toujours à une majorité. Donc à prendre en compte, forcément, peut-être, parfois, je le mettrai dans ma conclusion, évidemment, certaines revendications qui s'expriment. Mais là aussi, petite anecdote, en tant qu'élu, ou je pense en tant que responsable politique ou militant, on est parfois accaparé par des individus et des petits groupes. Moi, des fois, il y en a, mais on passe un temps fou à traiter parfois du harcèlement ou de la haine en ligne sur certains individus. Et ça fait perdre de vue le système de la négociation collective avec des associations représentatives et le lien à la majorité. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce que je veux dire. Je vais pas trop développer là-dessus, mais un jour à Marseille, j'avais rencontré l'écrivain Chamoiseau, Patrick Chamoiseau. Je sais pas pourquoi j'avais parlé de ça avec lui. Et il m'avait dit, on a tous 4 ans d'âge mental devant les réseaux sociaux. J'avais adoré cette phrase parce qu'en fait, il me parlait lui, il disait, faut imaginer ce que ça a dû être l'imprimerie à l'époque de l'arrivée des livres. Il y a eu à l'époque d'ailleurs, il y avait effectivement des liens avec le protestantisme, la réforme, l'Inquisition. Enfin, et je pense qu'en fait, j'adore son expression parce que moi, je n'ai pas de solution en fait aujourd'hui là-dessus. Je pense qu'on est au tout début de la réflexion, mais que c'est un champ ouvert de réflexion. C'est-à-dire comment on rejette pas ça, mais comment on prend un peu de recul et on apprend à faire avec. En tout cas, moi, je pense que évidemment, il y a les réponses à apporter vis-à-vis des GAFAM, etc. Moi, je suis toujours pour et je ne perds pas espoir, non pas qu'on recrée des partis politiques d'antan à l'ancienne, mais des collectifs conscients, voilà, qui ont une vie démocratique et pas simplement des meutes de supporters en ligne. Le troisième point, c'est la démographie. Alors à savoir, là je ne vais pas parler de la démographie dans le monde, mais il y a une rupture générationnelle. On sait que ceux qui votent sont les plus âgés et on sait que la question de la jeunesse aujourd'hui elle est majeure, notamment dans l'adhésion aux valeurs fondamentales de la République, dans la participation au vote. Et de manière plus globale, effectivement, ça pose la question de la représentation en politique, de comment on se représente. Il me semble que là aussi, je vais généraliser le propos, mais donc là, c'est le critère du suffrage universel. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, le suffrage universel, c'était contre le suffrage censitaire, où on a longtemps considéré que pour participer à la vie démocratique, il fallait en avoir le temps, il fallait en avoir les moyens, il fallait en avoir les compétences intellectuelles et éducatives. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on prend ces 3 critères-là, il faut beaucoup s'interroger sur qui a le temps de faire de la politique, qui a le temps de s'intéresser aux élections. Et voilà, donc ça pose effectivement, là aussi, un vrai enjeu de représentation et de manière de parler aux différents groupes sociaux qui composent le peuple français et au-delà. Le 4e point, j'en ai 5, je ne vais pas essayer de parler trop longtemps. Alors là, il va être un peu plus, je vais avancer un peu plus dans ce que je vis en tant qu'élu local de proximité. Le 4e point, c'est ce que j'appelle la paix civile. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans paix civile, je pense en tout cas. Donc effectivement, dans quel contexte on vit par rapport à ces inégalités, parce qu'on parle du climat, mais le niveau des inégalités et le rapport au pouvoir d'achat aujourd'hui est très prégnant.
On a eu plein d'événements ces précédentes années qui posent la question effectivement de l'insertion dans la société et du niveau de violence. Donc parfois ça porte des revendications pacifiques et parfois non. Moi, ce que je peux dire, autant sur les mouvements des retraites, etc., c'était très classique. Moi, j'ai vécu les émeutes urbaines dans le centre-ville de Marseille, j'en paye toujours les conséquences aujourd'hui. Sans compter, donc là, à Marseille, des phénomènes majeurs comme le narcotrafic et des choses très graves qui s'étendent. Il faut savoir, moi, par exemple, ces 2 derniers mois, heureusement que ma mairie, elle tourne pour faire les événements culturels, classiques, etc. Je ne m'occupe que de ça, du matin au soir. Et j'ai pas le cerveau disponible pour autre chose. C'est-à-dire que quand les gens se sentent en insécurité, quand il y a des choses graves, vous ne vous occupez que de ça tout le temps. Donc, on est de plus en plus, nous, beaucoup d'élus locaux, je pense aussi, en gestion de crise permanente, avec la difficulté à s'extraire de ces crises-là pour faire de la politique. Et donc, je suis ravie de pouvoir prendre le temps de gribouiller 3 trucs de temps en temps, parce que c'est vrai que ça compte de sortir le nez du guidon, mais en fait, c'est le vécu de beaucoup d'élus locaux, je pense aujourd'hui, ou de personnes qui font de la politique exposées à ce type de situation. Et bien évidemment que pour moi, ça pose les questions des inégalités, de l'école, de la police et de la justice, et que ça, faut en parler aussi. On a besoin de sérénité, quoi. Sinon, on est confronté à ce niveau de violence qui monte. C'est peut-être alors un de mes petits désaccords de fond, n'est-ce pas, avec Jean-Luc Mélenchon, parce que en fait, je suis assez d'accord parfois avec ce qu'il décrit. Vous avez vu, enfin moi, les critères qu'il dit sur les grandes transformations du monde, je peux y adhérer. Par contre, je comprends pas qu'il en tire pas la conclusion qu'il y a plus de violence. Moi, c'est pas mon vécu, en fait. S'il y a toutes ces contradictions qui s'exacerbent, ça crée de la violence. Et donc, le rapport à la violence, je trouve qu'à gauche, il faut qu'on l'exprime, il faut qu'on en parle, parce que sinon, on va être dans le déni et on va être à côté de la plaque. Donc, en conclusion, pour moi, face à toutes ces transformations, il ne suffit pas d'avoir des idées toutes faites. Moi, je suis pour qu'on se repose chacun des théories, des valeurs, bien sûr. Mais j'ai commencé à écrire un petit quelque chose sur la maïeutique en politique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est de remettre un débat d'idées et qu'on puisse débattre, confronter pratiques et réels pour aboutir à, je sais pas moi, à des solutions nouvelles. En tant qu'élu local, entre la théorie et la pratique, tous les jours, je fais des compromis et j'adapte, en fait. Et moi, ça me passionne. Et des fois, je change de position. C'est très subtil, en fait, la vie de tous les jours. Donc, il y a les grands principes, il y a le débat d'idées qu'on a perdu et qu'il faut remettre. Et moi, un jour, j'écrirai, quand j'aurai le temps, sur la maïeutique en politique, comment on remet de la dialectique dans tout ça pour accoucher, d'une meilleure façon de faire de la politique, de se parler dans le respect, et puis d'avoir un meilleur niveau de qualité de vie pour tous. Merci. Merci Sophie. Alors. Beaucoup de sujets autour de tu parlais de délibération apaisée, de paix civile, de sécurité, de sûreté, c'est très révolutionnaire aussi, puisque c'était l'un des premiers acquis sociaux, la sécurité publique au moment de la Révolution. Ça me fait penser, je ne suis pas très citation, mais ça me fait penser à une citation pour le coup de Clémenceau qui disait qu'il faudrait bien substituer le bulletin de vote aux barricades. Donc les barricades d'aujourd'hui sont en rapport direct. Pardon, Marie-Noël. Donc je passe la parole à Jean-Luc, si tu le veux bien. Donc Jean-Luc, on a un peu discuté hier de ce sur quoi tu voudrais intervenir. Je crois qu'on y est en direct avec l'un des sujets évoqués par Sophie sur la confiance. Oui, je crois d'abord qu'en tant que responsable politique, représentant différentes familles de la gauche, et m'exprimant comme porte-parole de la Fédération de la gauche républicaine et président du mouvement républicain et citoyen, chacun comprendra que mon approche vise d'abord à répondre à cette question que vous posez, que nous avons décidé d'inscrire à l'ordre du jour de nos universités d'été de rentrée ce matin, la crise démocratique. Alors,
la crise démocratique est une réalité qu'il faut regarder, appréhender, analyser pour être en situation d'apporter des solutions. Car nous sommes la gauche des solutions. La gauche qui doit s'ancrer dans la vie réelle. La gauche qui doit se préoccuper du citoyen. Et je dirais d'abord que la crise de la démocratie et répondre à la question comment sortir de la crise démocratique, c'est rechercher les causes fondamentales, à mon sens, de la crise de la citoyenneté. Car la crise de la démocratie, c'est d'abord une crise de la citoyenneté. Et pour ma part, en essayant de garder en tête le message de Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel, ça veut dire de rechercher ces causes. Rechercher ces causes, apporter ou esquisser des solutions. Pour ma part, je vois deux causes fondamentales. Ne me dites pas que je fais un plan en deux parties classique. Benjamin pourrait s'y retrouver allègrement. Moi, je veux souligner que pour moi, il y a une première cause qui est la cause qui est à analyser dans le renoncement de la parole politique. Car si nous avons une crise démocratique, c'est qu'il y a une perte de confiance. Cette perte de confiance, elle a une cause qui est le renoncement de la politique. La deuxième chose, c'est le sentiment ancré profondément. Isabelle a rappelé que je suis maire, je m'en rends compte régulièrement, tout comme vous, je pense, dans votre vie militante, au contact de nos concitoyens, c'est la trahison. La deuxième cause, pour moi, c'est la trahison. La trahison, comme certains disent, de la classe politique, amalgamant l'ensemble. Et je voudrais m'appesantir légèrement sur ces deux causes. Le renoncement, c'est de regarder que toutes les politiques, finalement, et on va se centrer sur les présidents de la République, de Mitterrand et ceux qui lui ont succédé, tous ont à un moment renoncé et provoqué une rupture de confiance avec les citoyens. Et disant cela, c'est quelque part, il y a dans ce renoncement l'absence de réponse concrète au déclassement et au sentiment d'abandon que nous vivons particulièrement en ce moment dans notre pays. Cela se traduit comment? Ça se traduit soit par l'indifférence, et ce que je qualifierais d'une grève civique, l'abstention, particulièrement dans les couches populaires, mais pas seulement. Ça, c'est la solution, je dirais, qui apparaît, qui est peut-être moins pire que l'autre branche de l'alternative. À côté de l'indifférence, existe une autre forme qui se manifeste par de la colère, qui renvoie par un amalgame tous les politiques, tous ceux qui portent la parole publique, et qui ne fait que renforcer le vote des extrêmes. Comme sur le thème « On a tout essayé, cherchons autre chose ». Ça, je pense qu'il faut se dire les choses, et la réalité est très forte dans ce domaine. La deuxième chose que je veux évoquer, c'est la trahison successive des présidents de la République, de gauche et de droite, qui ont pris des engagements et se sont assis dessus. On peut changer, mais encore faut-il expliquer pourquoi. Et pas chercher des subterfuges.
des contraintes extérieures, des moyens qui ne sont pas au rendez-vous, pour jeter un voile sur cette réalité. Alors chacun en tête, hein, François Mitterrand s'était rappelé hier, faire l'Europe sans défaire la France. Quel est le résultat? On a l'Europe et on a défait la France. Pour moi, c'est une réalité. Il suffit de voir que depuis 1970, depuis qu'on a cette musique sur la construction européenne qui s'est déroulée sous nos yeux, qui est un ralliement au libéralisme et à la mondialisation, nous avons diminué par 2 notre part de l'industrie dans la richesse nationale, provoquant le fait qu'on se contentait, et que certaines de nos élites se contentaient de considérer que la France allait être un pays pour les touristes et de musées. Mais ça, c'est pas un destin. C'est pas un destin, ni un destin productif qui permette d'aller vers un partage de la richesse. Et je pense, on pourrait parler de Chirac, avec sa fracture sociale et territoriale, et de ce qu'il en est advenu. On pourrait parler de Nicolas Sarkozy, surtout Nicolas Sarkozy, avec la décision du traité de Lisbonne, qui s'est assis sur le référendum de 2005. C'est-à-dire la dernière fois où on a consulté le peuple français sur une question majeure, le résultat n'étant pas au rendez-vous de ce qu'attendaient les couches dirigeantes, eh bien, on fait voter par la fenêtre de ce qui avait été sorti par la grande porte du suffrage universel, avec un vote du Parlement faisant fi de l'expression du référendum, et ce qui fait que depuis, il n'y a plus de référendum dans notre pays. J'y reviendrai. Puis il y a François Hollande. Moi, j'étais parlementaire à ce moment-là. François Hollande, 2012, la campagne présidentielle, ce qui a fondé le soutien du mouvement républicain et citoyen à l'époque. Ça a été un engagement vis-à-vis de la finance, mais c'était la réorientation de la construction européenne, la renégociation des traités, et un mois à peine après être élu, c'était l'abandon, c'était le renoncement. Ce qui fait que j'ai immédiatement, et ça a été le premier vote clair et net, voté contre, avec d'autres députés à ce moment-là, de cette conversion, de cet abandon, de cette conversion au libéralisme, aux contraintes européennes et au néolibéralisme, qu'on a pu qualifier aussi de social-libéralisme. Alors oui, je crois que par rapport à ces réalités, à ce qui réside dans la crise, ce qui est aux racines, le renoncement et la trahison, la gauche doit faire une introspection, notamment, pour apporter des solutions et reconquérir la confiance. En termes de solutions, je pense qu'il y a quelques éléments que je voudrais verser au débat. Pour moi, la priorité, c'est la reconquête, vous l'avez compris, des couches populaires. C'est la reconquête de la confiance. C'est de dépasser la crise de la citoyenneté pour ramener les citoyens vers les urnes. Ça suppose d'abord, première demande, enfin première idée centrale pour moi, c'est d'avoir un projet qui prenne en compte l'état de notre société, l'état du monde, et qui trace un projet, oulala, puis-je le dire, ici assurément, ailleurs peut-être pas, un projet de transformation sociale qui lie la question économique, la question sociale, la question environnementale et la question nationale dans son rapport, y compris à l'Europe et au monde. Un projet concret, un projet qui soit fidèle à notre base sociale, dont on ne prendra pas congé sitôt après avoir eu la confiance. Deuxième élément sur ce projet,
Un projet qui mette au cœur le progrès. Marie-Noël sait particulièrement beaucoup de cette question. Le progrès scientifique et technique, la confiance dans le progrès, la confiance dans la science, la confiance dans la capacité pour l'homme, l'être humain, à dominer un certain nombre de choses, d'y apporter des réponses. Le troisième élément, pour moi, c'est la raison. Évidemment, au cœur de ce projet, il doit y avoir la raison et la laïcité contre l'obscurantisme, contre le communautarisme. Faire citoyenneté pour pouvoir refaire France. Voilà ce que je pense fondamentalement. Alors, il y a des outils pour cela. Il y a un bon outil qui est utilisé, mais qui connaît quelques trahisons, les conventions citoyennes. Si on veut mettre des citoyens dans le coup, qu'on réunit une convention, encore faut-il mettre en débat et prolonger, ne pas mettre sous le tapis ce qui va en sortir. Rappelez-vous la convention citoyenne sur le climat. La deuxième chose, c'est évidemment peut-être de réfléchir en termes de convention, et si, proposition que je formule, et si on élargissait les conventions citoyennes à tous les niveaux de notre République, pour mettre les citoyens davantage dans le coup. Deuxième idée, faire retour au référendum. Il y a l'idée d'un référendum, alors évidemment, avec De Gaulle, c'était lié à un plébiscite. Mais il faut chercher, pour la gauche, à remettre le citoyen dans le coup en le laissant juge et en respectant son choix dans le cadre d'un débat public contradictoire. Et ça, je pense que le référendum permettrait de redonner aux citoyens confiance dans la politique, mais aussi de faire confiance aux citoyens, à leur souveraineté, à leur capacité de décider. Parce qu'aujourd'hui, on les a pris pour des cons. Rappelez-vous, vous avez mal voté en 2005, c'est que vous n'êtes pas instruits, c'est que vous êtes des ignares, c'est que vous êtes des cons. C'est que vous êtes raciste. Tout cela, on l'a entendu quand même en analyse. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens, à leur souveraineté, à leur capacité de décider. Ça veut dire aussi que le référendum, pour nous, doit être d'un usage qui dépersonnalise le choix, qui n'accroche pas la question posée au référendum à son émetteur, quel qu'il soit, au niveau national, au niveau local, pour les référendums d'initiative locale. Alors oui, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers un référendum annuel en France. Je ressors cette idée, portée par le MRC il y a quelques années, mais je crois qu'il y a son goût du jour. Et donc je veux vous dire que pour moi-même, en tant que maire du Kremlin-Bicêtre, ayant quelques principes, quelques idées, je me le suis appliqué avec l'équipe municipale depuis 2020 aux affaires de la ville. On en est à notre 3e référendum qui a lieu au mois de novembre. Alors évidemment, sur des questions d'intérêt local. Évidemment, c'est dur de faire revenir les citoyens vers l'isoloir, vers les urnes. Je parle de référendum, pas de votation. Ça, j'en ai fait, on est capable d'en faire. Mais je pense qu'il faut aller vers la délibération en tant que telle. Et c'est ce que nous faisons avec, nous, au Kremlin-Bicêtre, avec le référendum annuel kremlinois. Vous voyez, il y a eu un débat qu'on cherchait à nous imposer sur l'intercommunalité. Pour faire des économies, il n'y a qu'à éteindre la lumière la nuit, l'éclairage public, entre minuit et 5 heures du matin. Ça a dépassé les clivages et les appartenances politiques à gauche et à droite entre les élus, les maires, etc. J'ai été à l'initiative de faire capoter cette idée stupide, non pas pour simplement des idées de sécurité, parce que l'éclairage public, il est né il y a des siècles et des siècles pour permettre aux citoyens de se mouvoir, de se déplacer, mais tout simplement dans le rapport à la vie, dans le rapport à la ville, qu'on ne soit pas simplement des endroits où on va être comme dans ma commune, mais c'est valable ailleurs, dans le métro boulot dodo. Il faut
donner la capacité à se mouvoir, à s'émanciper, à aller accéder à la culture, au sport, au loisir, à se divertir. Donc, la dernière proposition, parce que je vois Isabelle me fait les yeux, je pense qu'il faut que la gauche renoue avec l'éducation populaire. C'est essentiel. Si on veut apporter une réponse à la crise de la citoyenneté, qu'on veut faire confiance aux citoyens, encore faut-il les mettre en situation d'avoir les éléments, les arguments. Voilà. Là aussi, un petit exemple. Il y a des communes qui ont mis ça en place. Nous, au Kremlin-Bicêtre, on s'en est inspiré. Et on a mis en place une université populaire, avec un cycle de formation, qui va être, par exemple, sur la fin de vie, cette année, sur les questions éthiques. L'année dernière, c'était le rapport du citoyen, de l'habitant au bonheur, et de réfléchir aux mutations de la société, avec des universitaires, des sociologues, des politistes. Voilà. Donc, quelques propositions que je voulais mettre en débat, et d'une phrase. Moi, je crois très fortement à un enjeu majeur pour répondre à la crise de la démocratie. Il faut refaire République, il faut faire citoyenneté, s'adresser aux citoyens en tant que membres de la communauté nationale des citoyens, qui est une communauté citoyenne et pas ethnique. Et ça passe par des mesures à prendre pour démocratiser la démocratie. Car notre démocratie, elle est verrouillée. Voilà. Je pense qu'il faut absolument aller vers des choses que l'on peut faire en utilisant les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui, et en allant au-delà, en proposant des solutions de réforme, de propositions atteignables qui permettent de tracer un espoir pour les citoyens et leur permettre de regagner le chemin des urnes. Merci Jean-Luc. On a un petit souci de micro qui se règle. Effectivement, alors je vais citer l'hymne, qui dit parfois, citoyen, si tu ne votes pas, si tu ne t'intéresses pas aux politiques, le politique s'intéresse à toi. Je crois que c'est toi qui l'as dit à plusieurs reprises. Donc effectivement, on est au cœur du pacte démocratique avec ce que tu expliques faire au niveau local, avec le retour des citoyens vers l'expression politique. Et je me tourne vers Raquel, parce que je vais lui tendre le micro, ben voilà, il est réparé, sur le fait qu'on a aujourd'hui des élus, et des élus au niveau national, qui sont élus avec 20% du corps électoral, et qu'en termes démocratiques, ben, ça interpelle aussi. Merci Isabelle, bonjour tout le monde, bonjour et merci de cette invitation faite par la Fédération de la gauche républicaine. Je suis particulièrement à l'aise de parler avec vous de ce sujet, que je pense que nous avons en partage une culture commune de la République et une culture commune d'une notion en particulier qui est la souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que c'est ? La souveraineté, c'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc, si, en termes politiques, vous regardez au-dessus de votre tête et qu'il n'y a personne, c'est que c'est vous le souverain. Or, et Jean-Luc Laurent l'a abordé sous différentes facettes, c'est le grand mensonge de la Ve République, cette histoire de gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, qui, je le rappelle, est quand même inscrit dans la Constitution à l'article 2. Et je n'aime pas aborder la politique en termes nostalgiques, avec des vocables de style restaurer ou revenir à ou retour à, parce que je pense que justement en matière républicaine, c'est une grande construction de quelque chose qui est inachevé. Cependant, puisque Jean-Luc proposait de revenir à un certain nombre de choses, moi je propose quand même que la gauche revienne au combat qu'elle menait il y a 65 ans contre la Ve République elle-même. Je pense que c'est le moment de relire un peu Mendes France, de se remettre un peu dans les pas de ce que faisait à l'époque le Parti communiste, et pas seulement, puisque quand en 1962,
le général de Gaulle a fait élire le président de la République par le suffrage universel. C'était aussi la droite qui dénonçait la forfaiture, avec le président Gaston Monnerville en particulier. Et donc, cela faisait partie d'un héritage qui, il faut le dire, a subi une glaciation sous l'ère mitterrandienne. Et la vie politique telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que nous l'héritons en 2023, nous commande, nous impose de reprendre le fil de ce combat. Et pas seulement pour des raisons théoriques ou des raisons principielles. C'est parce que le peuple lui-même en a une conscience aiguë. Et je veux plaider aujourd'hui pour tous ces Français, ces Françaises qui ont vécu un moment d'électrochoc le 16 mars 2023. Le phénomène social le plus important que nous avons vécu dans l'année que nous venons de vivre, c'est le mouvement des retraites, qui est un moment extrêmement fédérateur dans la société. 70% des Français qui sont contre la retraite à 64 ans, 93% des actifs qui sont contre. En fait, c'est un sujet assez consensuel, dans lequel il y avait peu de clivages, peu de raisons pour les Français de s'entre-déchirer. Une unité syndicale monolithique, une unité à gauche qui venait de se cristalliser par le programme de la NUPES en juin 2022, qui était pour la retraite à 60 ans. Voilà la situation dans laquelle nous étions, à telle enseigne que les syndicats sollicitaient des audiences et une présence des députés de droite, en leur rappelant qu'être représentant, c'est présenter à nouveau, en tout cas, c'est présenter quelque chose dont ils émanent. Et des députés de droite y ont été sensibles. Des députés de droite qui, à la présidentielle, avaient mené campagne pour la retraite à 65 ans, ont commencé à dire non, mais quand même pas après la guerre de l'Ukraine, pas après le Covid, pas avec l'inflation si élevée. Et puis, en bout de course, se s'apercevant, pour ceux qui sont encore à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque la droite est vraiment de plus en plus petite, ceux-là, souvent, sont dans des circonscriptions populaires. Donc, la possibilité pour Emmanuel Macron de s'opposer au mouvement social, au mouvement syndical, au corps intermédiaire, à un moment donné, il devenait même difficile pour lui de s'imposer sur l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, en juin 2022, a créé une situation qui était un défi intéressant dans notre système institutionnel de la Ve République, c'est que le président y est minoritaire. Et du coup, le 16 mars, nous étions tous dans l'Assemblée nationale. Presque tous là, à part ceux qui avaient vu leurs élections annulées par le Conseil constitutionnel, donc on devait être 574. Et je rappelle que les macronistes avaient quand même passé un mois à expliquer que si on n'avait pas eu le droit de voter, c'était à cause de l'obstruction des insoumis. Donc ils étaient à fond pour voter, ils voulaient appuyer sur leur bouton pour. Et 10 minutes avant le vote, le président Macron a décidé qu'il n'y aurait pas de vote parce qu'il n'était pas sûr de le gagner. Et toute la France était devant son poste de télévision, à essayer de savoir s'il allait avoir, oui ou non, une issue démocratique à ce conflit dont il faut poser clairement la latéralité. Ce n'était pas un conflit traditionnel entre la droite et la gauche. C'était un conflit de pouvoir, un conflit institutionnel entre un homme, le président de la République, et un peuple tout entier, ou presque tout entier. Et dès lors, ça impose que nous abordions le sujet que la gauche a omis d'aborder pendant 20 ou 30 ans, qui est celle de la fonction présidentielle elle-même. Parce que moi, je veux bien qu'on commence à aborder les élus locaux, etc. Tout ça, on peut en parler. Le tirage au sort, on peut parler plein de choses. Mais si on commence pas par le début, on va avoir une difficulté dans l'efficacité de ce que nous sommes en train de réaliser. Le problème que nous avons, c'est que nous avons créé une fonction politique, une fonction exécutive, celle d'un homme tout-puissant qui dispose d'énormément de pouvoirs gouvernants et qui est irresponsable au sens constitutionnel du terme, ce qui n'existe pas dans les démocraties modernes et qui ne correspond pas aux standards démocratiques. Vous allez n'importe où dans les démocraties du monde, c'est pas envisageable qu'une personne dispose d'une télécommande magique
qui lui permet, comme en on et off, d'allumer et d'éteindre l'Assemblée nationale, d'allumer et d'éteindre la démocratie. Ça ne correspond pas aux standards démocratiques. Et dès lors, c'est là qu'il faut commencer. Parce que cette culture de l'impunité politique, je suis élu au suffrage universel, vous m'avez élu président, ben donc il ne peut pas y avoir de conflit entre nous, vu que c'est vous qui m'avez mis là. Donc, il n'y a même pas de mécanisme d'arbitrage d'un conflit éventuel entre le président et le peuple, vu qu'il est nié dans son existence même. Le président nie qu'il y a un problème. Donc il avance. Et puis il dit, bon, mais c'est comme ça. Alors ça, qu'est-ce que ça fabrique? Et ça, Jean-Luc Laurent l'a très bien décrit. Ça provoque, et Sophie Camard aussi a parlé d'un autre volet qui est la violence. Ça provoque violence, confère ce qu'a dit Sophie Camard. Ça provoque du dégoût, confère ce qu'a dit Jean-Luc Laurent. Le dégoût, l'abstention. Cette idée que la politique, ça sert à rien. Ça provoque cette idée, voilà, qu'on nous ment, de mensonges, etc., de discrédit général. Donc, il nous faut remettre de la responsabilité, il nous faut remettre de la souveraineté, pas au sens de la souveraineté interétatique, les frontières, supranationalité, et je souscris à ce qui a été dit sur l'Union européenne, j'ai pas de difficulté avec ça, mais en revanche, on ne peut pas se limiter à aborder la souveraineté sous cet angle-là. La souveraineté, c'est d'abord la souveraineté du peuple, donc l'existence réelle d'une communauté humaine de personnes qui exercent ensemble le pouvoir politique. Alors, aujourd'hui, les Français ont une conscience très large, à très large échelle de tout ceci. Je pense que partout, là où vous militez, moi je milite en Seine-Saint-Denis, donc à Bobigny, au marché de la Ferme, les gens me parlent du 49.3. Tout le monde m'en parle. Tout le monde a compris, au moment des retraites, que l'antisocial naît dans l'antidémocratique. Et c'est la même chose pour l'écologie. Je rappelle qu'à la discussion budgétaire l'année dernière, nous avons voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Un vote majoritaire à la loyale. À la loyale. Nous avons mis minoritaire l'Élysée. 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Aujourd'hui, si on avait déjà commencé à s'occuper de ça, voilà, toutes celles et ceux qui sont confrontés à des problématiques de passoires thermiques ou de bouilloires thermiques cet été, comprennent bien l'intérêt de mettre de l'argent dans ce grand défi environnemental. Ça a été bloqué par le 49.3. 3 milliards pour le rail, bloqué par 49.3 alors que ça avait été voté majoritairement. L'amendement Mattéis pour la taxe sur les superdividendes. Mattéis est le président de groupe du MoDem. D'accord? On était majoritaire. 49.3. Et c'est tout à l'avenant. L'année dernière, on a voté majoritairement contre la loi de programmation des finances publiques. Et là, quand ils le remettent cette année, le même texte, le même texte qu'on a refusé l'année dernière, ils le remettent par 49.3. Donc, il faut commencer par le début. C'est un défi historique, c'est un défi prioritaire, parce que ça ne sert à rien. Je le dis voilà, honnêtement, ça ne sert à rien d'avoir des programmes de justice sociale ou de sauvegarde de l'écosystème qui permet la vie humaine si on n'a pas un espace démocratique et souverain dans lequel on peut agir réellement pour que ces notions deviennent la norme commune. Et ça, c'est la démocratie. Donc, quelque part, bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on revient au CP de l'action politique, au niveau 1. La base. Et c'est une transversale. Je termine juste là-dessus. On a fait une réunion de travail la semaine dernière avec Julia Cagé et Piketty à propos de leur livre, avec un groupe de députés de la NUPES, on était une trentaine de députés. Et donc, nous avons parlé de la question de l'abstention, et donc ils ont bien décrit comment l'abstention, aujourd'hui, quand on analyse sociologiquement, en gros, depuis 2005, depuis le référendum, il y a un énorme décrochage entre les riches et le reste du pays. Jamais le différentiel d'abstention entre les plus fortunés et les autres n'a été aussi fort qu'aujourd'hui. En revanche, il n'y a pas de différentiel d'abstention notable entre les villes et les campagnes, par exemple, entre les bourgs et les faubourgs, entre les tours et toutes ces notions, Trégulli, etc. Là, il n'y a pas de différence. Donc en fait, l'aspiration souveraine, l'aspiration démocratique, ou dégoût, qui est une façon aussi de pointer la difficulté de l'expression souveraine,
est transversale, c'est une transversale, c'est fédérateur. Donc, on ne peut pas, nous, à gauche, continuer de traiter ce sujet comme un à côté de la lutte. Et c'est pas seulement la gauche qui ne doit pas le traiter comme un à côté de la lutte. C'est aussi le mouvement syndical, le mouvement associatif, le mouvement d'éducation populaire. En fait, partout, ce qu'il y a à faire par tout le monde, c'est organiser le passage pacifique à la 6e République. Et pour organiser ce passage pacifique à la 6e République, il faut une grande délibération. Et cette grande délibération, c'est notre tâche à toutes et tous de l'animer. Alors vous le faites dans ces universités, la preuve, on est là. Et il faut le faire dans vos territoires, partout, petits, grands villages, petites, grandes réunions moyennes. Alors nous, à l'Assemblée nationale, on a créé un groupe de travail de la NUPES, de l'intergroupe parlementaire, pour passer à la 6e République, où nous procédons à des auditions de professeurs de droit constitutionnel, d'historiens, de politistes, d'essayistes, de la société civile. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase où on va faire des auditions populaires. Alors, on continue les auditions parlementaires, bien entendu, mais notre idée, c'est d'aller sur le terrain, parce que au début, nous étions très en demande de la part des constitutionnalistes qui nous proposent la voie royale, c'est-à-dire comment on fait pour y arriver techniquement. Mais en fait, on a fini par comprendre que c'est pas une question technique. Oui, mais l'intendant suivra. Ce qu'il faut, c'est la grande aspiration populaire. La grande aspiration populaire. Alors, il y en a, c'est fou, parce qu'il y en a qui défendent énormément la fonction présidentielle. Je termine parce qu'il y en a un quand même au 3e rang qui a l'air d'être ulcéré par ce que je dis. Je le dis, chers camarades, tant que la gauche n'aura d'autre finalité politique que de vouloir être monarque à la place du monarque, qui est une maladie de la gauche, et les insoumis, on est quand même assez professionnels de ça, puisque nous avons été fondés exclusivement pour mener campagne dans un type de campagne qui est la campagne présidentielle. Si nous, à gauche, nous maintenons cette culture de vouloir être monarque à la place du monarque et d'expliquer que toute la politique est résumée au nom et au prénom de la personne qui est à l'Élysée, et que ce qu'il faudrait, c'est enfin avoir quelqu'un qui sera mieux. Et si vous pensez que vous allez aller faire campagne en disant « mais moi, vous pouvez me faire confiance, moi, je ne suis pas comme les autres, regardez », eh bien, je pense qu'on se met le doigt complètement dans l'œil. Complètement dans l'œil. Alors pour 2027, nous avons d'autres options. Nous avons des options plus collégiales. La possibilité de la création, qu'ouvre la création de la NUPES, par exemple, ça ouvre des perspectives intéressantes. En 2027, nous pourrions avoir un prénom et un nom pour la personne qui va à l'Élysée, mais pourquoi pas aussi quelqu'un qui va à Matignon. Je rappelle que l'article 20 de la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Et comment se fait-il que personne ne donne jamais le nom du ou de la Première ministre au moment des campagnes ? Pourquoi est-ce qu'on le découvre le lendemain de l'élection et que c'est un Édouard Philippe qui a même pas mené campagne pour Macron, c'est Valls, le gars qui a fait 4% à la primaire, enfin, c'est un passant, quoi. Bon, c'est pas possible, ça. Nous, on peut pas faire ça. Si on est sérieux sur la question de la démocratie et de la politique. Donc, il faut de la collégialité, il faut dire qui sera au gouvernement, il faut dire qui seront les 577 personnes qu'on va mettre et avoir un vrai programme législatif qui soit au même moment que la présidentielle et pas tout simplement une espèce d'accord qui naît d'un rapport de force exclusivement sur la présidentielle. Vous voyez bien qu'on a des choses nouvelles à faire qui sont de l'ordre de notre propre pratique politique. Et de ce point de vue, nous aurons face à nous les tenants de l'Ancien Régime. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui pensent que c'est formidable le bonapartisme, le césarisme, le présidentialisme. Vous aurez Marine Le Pen, les macronistes et la droite dans le même camp. Parce que eux, qui parlent souvent de souveraineté, détestent le peuple, détestent l'idée que le peuple puisse gouverner. Et à ce moment-là, si vous avez un grand débat dans le pays, pour ou contre la souveraineté du peuple, pour ou contre la République, pour ou contre la paix civile, ça a été dit. Parce que ce qui est belligène, c'est la concentration des richesses et du pouvoir entre les mains d'un seul. Et ce qui fabrique la paix, c'est le partage du pouvoir et des richesses. Et c'est la fabrication d'une solidarité humaine qui permet de préserver l'écosystème et la nature dans laquelle nous pouvons respirer et vivre. Dans ce cas-là, si nous avons ce profil-là, nous pouvons gagner, nous pouvons agir. Et quand je dis nous, c'est pas nous la gauche, c'est pas nous les élus. C'est nous,
ce peuple qui, prenant en charge son propre destin, se construit un avenir meilleur. Merci. Merci. Alors, il y aura un temps de questions. Donc, j'invite à ce qu'il n'y ait pas d'interruption pendant que les uns et les autres s'expriment. La transition est parfaite, d'ailleurs, avec ce que va nous dire Benjamin sur la Constitution et puis bien au-delà. Je ne sais pas encore ce que je vais tout à fait dire, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, et je rejoins l'immense majorité des propos qui ont été tenus avant moi. Je crois qu'on est face à une crise de la représentation. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai dit une grosse banalité, mais il faut entendre ce que ça veut dire, crise de la représentation. Dans la notion de crise de la représentation, il y a deux éléments. Il y a une crise de la représentativité. Est-ce que vraiment les élus me ressemblent? Mais la représentation, et c'était rapidement évoqué, ce n'est pas que la représentativité, on l'oublie souvent, c'est également l'agir au nom d'eux. Est-ce que vraiment le politique peut aujourd'hui agir sur le réel? Si je considère que non, eh bien à ce moment-là, c'est simple. Soit je me replie sur mon petit nombril, soit sur ma petite communauté, soit je fais tout exploser. Et donc aujourd'hui, on a réellement à tenir ces deux enjeux en matière de crise de la représentation. Certains ont été évoqués, je reviendrai sur certains et j'essaierai d'en avancer d'autres. La question que tu as abordée sur le présidentialisme m'apparaît évidemment fondamentalement centrale. Comment est-ce que ça marche en réalité? La mystique de la Ve République, c'est quoi? C'est de dire les Français choisissent un président de la République et ensuite ils lui donnent une majorité pour gouverner. Ce n'est pas ce qui se passe. Vous avez un choix par défaut au présidentiel, désolé de le dire. Les identités politiques aujourd'hui font que l'absence des identités politiques, leur fragilisation, font que celui que vous avez élu 6 mois plus tard, vous n'y croyez plus, quand bien même vous faisiez partie de ses électeurs. Et quant aux législatives qui lui donnent en fait l'ensemble du pouvoir, quand vous regardez réellement ce qui se passe du point de vue de la sociologie électorale, on ne veut pas donner une majorité au président. L'électorat du président est plutôt content, il a gagné, il se mobilise. Le reste de l'électorat est groggy, il a perdu, il se démobilise. Ce qui fait qu'en 2017, 17% des inscrits votent pour un candidat au premier tour, LaREM ou MoDem, ça vous fait 60% des députés. Comment voulez-vous gouverner avec ça? La Ve République a été construite sur l'idée qu'il faut une majorité parlementaire et que la stabilité politique, ça se réduit à la stabilité parlementaire. Mais au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment où on envisage d'évacuer l'Élysée, vous n'avez pas une oreille qui bouge à l'Assemblée nationale. Aucune motion de censure n'est envisagée. Vous comprenez bien que stabilité politique et stabilité parlementaire, ça ne se confond pas. Si jamais vous avez des institutions verrouillées, ça ne veut pas dire que vous avez des institutions stables. Ça veut simplement dire que vous avez bien vissé votre couvercle sur la cocotte minute, mais que ça ne l'empêchera pas, à terme, si jamais vous ne faites rien, d'exploser. Donc on a en effet un vrai sujet institutionnel. Mais, et je vais plaider un peu contre mon camp, celui des constitutionnalistes, le sujet n'est quand même pas qu'institutionnel. Et je crois qu'il faut vraiment quand même avoir ça en tête. Vous n'expliquez pas avec les institutions, même s'il faut les réformer, je suis absolument d'accord, et on aura le temps d'y revenir, vous n'expliquez pas uniquement avec les institutions pourquoi aujourd'hui, de la Suède au Portugal, de la Pologne aux États-Unis, personne ne va bien. On vit une crise profonde, les réseaux sociaux ont été abordés, de l'espace public. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. On n'a pas eu de campagne des municipales et des régionales et des départementales. Les médias avaient Covid. On n'a pas eu vraiment de campagne des présidentielles, en tout cas pas à la fin. Les médias avaient Ukraine. On a parlé pendant 3 semaines de Pierre Palmade. Là, on sort d'une séquence punaise de lit. Mais non, depuis hier, le Hamas a remplacé les punaises de lit. Comment voulez-vous... La République, la démocratie, c'est un peuple qui délibère. Si jamais vous n'avez pas de délibération possible parce que les médias se fichent de la politique, parce que les médias considèrent que ce n'est plus leur rôle d'assurer un minimum de débat public pour que justement nous puissions délibérer des vrais sujets, cette démocratie est morte. On peut avoir les meilleures institutions du monde, sans ça, notre démocratie est morte. La régulation des médias aujourd'hui est, pour moi, la mère des batailles. On peut faire ce que l'on veut, si nous n'avons pas ça, nous n'y arriverons pas. Et donc, c'est un point qui m'apparaît essentiel. L'autre point qui est essentiel, ça a également été un peu évoqué, mais il faut vraiment l'avoir en tête. On dit beaucoup, les Français n'ont pas confiance dans les politiques. Ce que je vais dire n'est peut-être pas populaire, mais on a la classe politique la plus propre de l'histoire.
Souvent parce qu'au vu du nombre de lois de transparence de la vie politique, elle n'a pas le choix. Pourtant, on n'a jamais eu le sentiment d'une classe politique qui était aussi malaisante, corrompue, etc., quand vous discutez avec les gens. Est-ce que c'est la faute de, je dirais, de la manière dont on peut mettre en avant un certain nombre de... Peut-être. Mais la classe politique y est également pour quelque chose parce qu'en réalité, elle manque elle-même de confiance dans les citoyens. La question du référendum a été évoquée. On dit beaucoup, les Français ont voté contre Jacques Chirac au moment du TCE. Les chiffres que je répète souvent, c'est faux. La cote de popularité ne bouge pas entre novembre 2004 et mars 2005. La cote de popularité de Jacques Chirac, elle stagne à 36%. Le oui à la Constitution européenne passe de 65 à 45% dans les enquêtes d'opinion. Les Français se sont politisés. Et à la fin, qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, écoute, c'est bien, tu t'es déchaîné contre Jacques Chirac, et bon, t'es un peu bébête quand même, parce que c'était important. Donc, c'est bon, ça fait du bien. Bon, maintenant, on revient entre adultes, et on va faire quand même passer ce traité, et tu auras passé ta colère, mais on fait quand même passer le traité parce que c'est important. Cette attitude infantilisante, elle a tué nos démocraties. Mais c'est pas fini d'une certaine façon. On va être clair, parce que je veux pas qu'il y ait de débat sur ce sujet. Moi, je suis favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourquoi pas, hein, ça peut en effet servir. Ce qui m'intéresse et ce que je trouve choquant, c'est la manière dont on a structuré le débat en la matière. Vous avez la décision d'un juge américain. Celui qui déconne aux États-Unis, c'est pas le peuple. Celui qui déconne aux États-Unis, c'est le juge. C'est le Conseil constitutionnel local. La Cour suprême qui dit IVG à option. Regardez tous les référendums d'initiative citoyenne aux États-Unis qui ont suivi cette décision de la Cour suprême américaine. Ils ont tous été défavorables à l'interdiction de l'IVG. Aucun référendum d'initiative citoyenne, et il y en a eu, ou même des référendums à l'initiative des gouverneurs, n'a conduit à remettre en cause l'IVG. Ce qui a déconné aux États-Unis, c'est le juge. Première réaction en France, attention, le peuple pourrait demain remettre en cause l'IVG. Il faut vite donner à Laurent Fabius les moyens d'empêcher ça. Je veux dire, pourquoi pas, encore une fois, je ne suis pas contre l'idée de mettre ça dans la Constitution. Ce n'est pas l'objet. Mais ce tropisme, ce réflexe est en soi extrêmement choquant. Comment voulez-vous ensuite arriver face aux Français et leur dire « on a confiance en vous, hein, c'est important la représentativité ». Ben non, non, en réalité. C'est-à-dire que ce type de réflexe très partagé aujourd'hui dans le monde politique m'apparaît être l'un des éléments dont il faut vraiment avoir conscience. Ensuite, quelques remarques pour répondre à Raquel qui disait « oui, bon, la technique, l'intendance suivra ». Oui, l'intendance finit toujours par suivre. Néanmoins, quelques petites remarques de constitutionnalistes. Je ne sais pas si vous avez entendu Macron, l'autre jour, nous parler de la réforme des institutions. 70% des Français, selon les enquêtes, ne savaient même pas qu'il faisait un discours, ce qui montre aujourd'hui toute la portée profonde du discours présidentiel. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire pas grand-chose et des choses floues, et ce qu'il ne dit pas. Il y a un point qui permettrait déjà de changer fondamentalement les choses si on ne rentre pas dans une réforme constitutionnelle globale, c'est par exemple le mode de scrutin. Le mode de scrutin, regardez ce qui s'est passé au Portugal. Au Portugal, on élit le président au suffrage universel direct. Sauf que, comme il y a de la proportionnelle, eh bien, le président ne peut pas être le leader de la majorité. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a quelques années, le Premier ministre portugais de gauche a dit, vous voyez le type de droite, là, une sorte de cohabitation à la portugaise, comme le pouvoir est au Matignon portugais, je ne vais pas me présenter au présidentiel. Votez pour lui, il n'est pas méchant. Vous voyez comment le mode de scrutin, à lui seul, quand même arrive à changer les choses. Et là, si vous changez le mode de scrutin, vous changez déjà fondamentalement, profondément la donne. Le mode de scrutin proportionnel, et il y a 1000 modalités de proportionnel, pas obligé d'avoir une proportionnelle israélienne ou à la néerlandaise, qui crée en effet une instabilité criante. On n'est pas obligé également d'en avoir une comme au municipal en France, où là, vous voyez que la proportionnelle a des effets ultra-majoritaires quand on la manipule dans l'autre sens. Donc, il y a 1000 variations de proportionnelle. On peut déjà fondamentalement changer les choses. Je ne vais pas jouer mon technicien, mais la proportionnelle, ce n'est pas dans la Constitution. Il n'y a pas un veto de Gérard Larcher. C'est une loi ordinaire. Un président qui voudrait vraiment changer les choses, plutôt que de dire « je vais peut-être réformer la Constitution, inscrire ça, ça et ça », en sachant que je n'aurai pas de majorité, il dirait simplement « ok, banco, on fait la proportionnelle, record pour voter une loi ». Pas bien d'ailleurs. Sous la Ve République, c'est 3 jours. C'est jouable, c'est faisable. Ce qui montre bien qu'en l'occurrence, les révolutions qu'on nous propose quand on nous parle de révision institutionnelle, aujourd'hui, sont irréalistes et conservatrices.
Parce que là, vous avez un levier qui est un levier important. Et c'est mon premier point. Il ne faut pas forcément viser les nuages. Souvent, avec des petits éléments qui relèvent de la pratique ou de la loi ordinaire, on peut déjà, même si c'est mieux de changer la conscience, je dis pas l'inverse, je suis loin de dire l'inverse, on peut déjà changer fondamentalement la donne. Deuxième point, il ne faut pas avoir peur. Je parlais tout à l'heure des plusieurs modalités de proportionnel. Il faut voir quand même une chose. Le référendum d'initiative citoyenne, dont on a tellement peur parce que c'est pas praticable, parce que, etc. Enfin, tout le monde le fait. Macron, qui l'autre jour nous dit, il ne faut pas un référendum veto, parce qu'il ne faut pas que le peuple revienne sur une décision du Parlement. Mais zut, les Italiens l'ont. Il faut 500 000 signatures pour faire un référendum veto en Italie. Que je ne sache pas que l'Italie soit aujourd'hui un pays dans lequel l'exécutif s'effondre à chaque fois qu'il y a un référendum. D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, il n'en faut que 500 000 contre 4 900 000 ici. On a des méthodes intelligentes sur les conventions citoyennes. Je vous renvoie à ce qui se fait notamment dans l'Ohio, où on accompagne un référendum d'une convention citoyenne. Ça permet justement de dépersonnaliser et d'avoir de vrais outils sur les conventions citoyennes et les liens avec le Parlement, parce que quand vous dites ça aux parlementaires, ouh là là, les conventions citoyennes, ça nous concurrence. Regardez ce qui se passe en Belgique germanophone, où on fait dialoguer les deux. Bref, je ne vais pas jouer mon constitutionnaliste technicien, mais il y a des choses à l'étranger, parce qu'on est quand même très en retard, et donc les autres ont expérimenté les choses ailleurs, qui montrent qu'on a des solutions. Il suffit simplement de s'interroger sur ce que l'on veut. Et ensuite, techniquement, la plupart du temps, c'est faisable. Dernier point, parce que j'y tiens, et je crois que c'est vraiment essentiel, il y a les grandes choses qu'on aimerait faire, et il y a les petites choses qu'on laisse faire. Et ces petites choses qu'on laisse faire peuvent vraiment, vraiment avoir des conséquences délétères. Je vais revenir sur un certain nombre de mes tropismes, mais ces tropismes-là, ils sont fondamentalement importants pour les années à venir. Je ne vais pas vous parler de la Corse et de l'autonomie en tant que telle. On y reviendra dans les questions ou dans les autres choses, mais je crois que c'est un point fondamental. Les annonces du gouvernement sur la décentralisation et sur la Corse mettent dans la République des vers dont on ne sait absolument pas comment est-ce qu'ils sortiront du fruit. Sur la Corse, par exemple, je ne reviens pas sur la concurrence entre régions et sur le fait qu'on est en train de détricoter la République. C'est un point. Vous avez vu les Bretons qui courent derrière les Corses. Bon, voilà. Ce que je prévoyais un peu dans le livre, et je crains malheureusement d'avoir éteint toute la vérité au vu de la vitesse à laquelle ça va. Mais Emmanuel Macron propose quand même d'inscrire dans la Constitution, dans son discours d'Ajaccio, la notion de communauté culturelle. On peut se dire c'est sympa, les cultures, etc. Moi, si je suis juriste, je suis fondamentalement républicain universaliste. Jusqu'à présent, quand j'ai un jeune de banlieue qui vient devant moi et qui me dit « Voilà, monsieur Morel, je veux qu'on reconnaisse ma communauté culturelle », ma réponse, elle est simple. La République est universaliste. La République ne reconnaît que des citoyens. Demain, le jeune qui vient me voir, je lui dis quoi? Je lui dis, bah, écoute, voilà, on reconnaît une communauté culturelle dans la Constitution, donc la tienne est également légitime. Auquel cas, on tombe dans une république communautariste. Ou bien je lui dis quoi? Je lui dis, tu sais, il y a des communautés culturelles dignes, importantes. La Corse, la tienne n'en vaut pas la peine. Auquel cas, je hiérarchise des communautés. Et je suis désolé, ça s'appelle du racisme. Ce devant quoi Emmanuel Macron nous met, c'est le choix entre une république communautariste ou une république raciste. Et ça, je crois qu'on en... On n'imagine pas les conséquences de ce discours d'Ajaccio en la matière. Deuxième point, et je m'en arrêterai là, pendant des années on dit le droit à la différenciation c'est dangereux. Et on disait oui, non, mais ça permet aux collectivités d'adapter les normes, c'est intéressant parce que vous comprenez la décentralisation, les collectivités. Oui, c'est vrai, les collectivités sont écrasées de normes. Je suis le premier à le dire, c'est un problème. Ce que propose Emmanuel Macron d'inscrire dans la Constitution et ce qu'il a inscrit déjà dans la loi 3DS qui permet aux collectivités de demander un certain nombre de choses, eh bien, vous en avez eu deux applications concrètes. Pour l'instant, il faut encore qu'ils demandent l'autorisation, mais demain, ce sera un droit, ça rentre dans la Constitution, par Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Allez voir ce que propose Valérie Pécresse pour l'Île-de-France. L'éducation nationale, c'est fini. Vous avez des écoles management privé, choisies par la région et évidemment financées par l'État. SMIC régional, ça veut dire qu'il va monter en Île-de-France, c'est bien, on est content en Île-de-France. Par contre, dans les territoires où le pouvoir d'achat est moindre, là, il va baisser. Fin de la péréquation par les salaires, les traitements des fonctionnaires à terme, parce que pourquoi faire une différence, et les pensions. C'est ce qui tient aujourd'hui le minimum d'égalité territoriale dans la République. Qu'est-ce que ça veut dire également, le projet de Valérie Pécresse? Fin de la loi SRU, parce qu'après tout, les logements sociaux, on s'en fiche. C'était pas concret du tout, la loi 3DS, c'était un truc pas très important, mais en réalité, vous voyez, le résultat, c'est
la mort des services publics, si on laisse faire. Plus de services publics de l'éducation, l'hôpital y passera après. C'est la fin des minima sociaux au niveau national, et c'est l'impossibilité d'avoir une loi sur le logement. Deuxième exemple, parce qu'il s'agirait également d'introduire à la Constitution le droit de déroger à la loi. C'est magnifique un ordre juridique où on déroge. Ça n'existe partout, nulle part ailleurs. Vous connaissez la phrase de Churchill, en France, tout est interdit, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Eh ben, on propose de constitutionnaliser ça. Et donc, quand Laurent Wauquiez dit la transition écologique, je déroge. Oui, il a raison fondamentalement. C'est ce que propose le président de la République. Demain, la transition écologique, m'en fiche, je déroge. Il n'y a plus de politique possible de transition écologique. Vous voyez que là, on parle d'un truc qui n'a pas fait la une de l'actualité, dont on juge que c'est très technique, c'est secondaire, etc., empêche que c'est central. Si on ne se concentre pas là-dessus, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de minima sociaux, il n'y a plus de politique publique au niveau national. Donc il faut être extrêmement vigilant. La technique, malheureusement, souvent, elle emporte le politique, et quand on s'en rend compte, il devient extrêmement trop tard. Et donc, sur ces sujets-là, je vous prie de garder à l'esprit qu'il va falloir, qu'il devient très très nécessaire de se mobiliser. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe à quelques questions entre 3 et 5, en demandant à chacun de privilégier une expression courte, si possible une seule question dans la question, et de se présenter aussi en prenant la parole. J'aurais besoin que quelqu'un m'aide pour passer le micro. Et donc, Michael, monsieur, ce serait bien qu'il y ait des femmes aussi, David, et puis le monsieur derrière, et Céline. Voilà. Super, merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux camarades présents ce matin. Michael Vallée, sénateur du département de la Charente-Maritime. Ce n'est pas tant une question, je voudrais juste insister sur un point. Et je profite du fait qu'il y ait plusieurs formations de gauche aujourd'hui ce matin. Je suis adhérent du Parti socialiste. Et ce que je vais dire là, je le redirai devant mes camarades du groupe au Sénat. Et au-delà de ça, je suis malade du discours sur la Corse depuis l'autre jour. On le sait capable de tout, mais là, dans un discours d'une demi-heure, réussir à n'évoquer Érignac. Alors, je ne veux pas faire le vieux con de républicain jacobin crispé que je suis, mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Faut pas qu'on s'auto-caricature nous-mêmes. Réussir à ne citer le préfet Érignac qu'en citant le nom du commando Érignac, en disant on a déjà fait l'effort de rapprocher le président du commando. Il ne cite Érignac que par le nom du commando. Le seul assassinat qu'il cite, c'est celui de l'assassin, en disant l'assassinat d'Ivan Colonna, dans une espèce de volonté en plus de prendre des accents locaux qui sont ridicules quand on ne les a pas, qui sont à mettre en avant quand on les a. Et franchement, la façon dont Macron s'est amusé à faire du Siméon, du Colonne, en plus il rajoute le ridicule, parce qu'il est mauvais acteur, tout ça n'a pas suscité de réaction spontanée suffisamment forte, et je suis très inquiet du fait, et j'en termine, du fait que la question de la souveraineté populaire, le fait qu'il n'y ait pas eu d'indignation sur ce qui s'est passé en 2008, sur le fait que les parlementaires, y compris de mon parti politique, y compris d'autres partis, qui ont voté le traité que les Français avaient rejeté 3 ans plus tôt, il y a des parlementaires qui ne l'ont pas voté. Arnaud Montebourg en est, je le précise. Ils ne sont pas suffisamment, ils sont pas si nombreux à gauche qu'on ne puisse les nommer. Comment ? Qui n'ont pas voté. Ça a été le premier clou du cercueil de ce qu'on vit aujourd'hui. Le deuxième clou du cercueil, c'est la question de la laïcité. Il y a des débats au sein de la gauche qu'il va falloir trancher sur le sujet, parce qu'on ne va pas continuer à avancer en faisant comme si on était tous d'accord sur le sujet. C'est une ligne de fracture fondamentale. Et les gens, les citoyens, n'ont pas besoin d'avoir un doctorat de sciences politiques pour le savoir. Quand on est sur des ronds-points, c'est parce qu'on a compris ce qui se passe, même de manière intuitive. Donc, la question de la laïcité, la question de la souveraineté populaire, ça a été les 2 premiers clous du cercueil. Ce que je voudrais juste dire ce matin, c'est que sur le fait de se laisser aller, à se dire, à ne plus chercher à comprendre, à n'avoir que la décentralisation à la bouche comme le remède à tout. Il y a des sujets sur lesquels il faut décentraliser, il y a des sujets sur lesquels il faut recentraliser, probablement. Vous êtes un gamin à l'ASE,
vous êtes dans un département où 5 km plus loin, vous êtes de l'autre côté du périmètre départemental, alors les élus locaux adorent parler de frontières départementales, ben vous n'avez pas la même vie. Parce qu'il y a un rapport d'inégalité total, avec un manque de contrôle total de la part des gouvernements, pas de l'État, il faut toujours pointer l'État comme étant quelque chose de mal, mais des gouvernements, des ministères, qui n'assurent pas leur contrôle sur les questions de principe d'égalité. Eh bien, cette question de décentralisation, dès qu'il y a un problème, on va décentraliser. Dès qu'il y a un souci, par exemple, on fait un mauvais score aux européennes en 2014, je parle pour le Parti socialiste et pour la gauche, ben, c'est pas grave, on va créer des grandes régions. Tout de suite qu'on trouve une solution autre à apporter. À force de se laisser bercer par ces sujets-là, quand on nous parle de décentralisation et puis de différenciation, maintenant on va arriver sur les questions d'autonomie. Si d'entrée de jeu, c'est pas la gauche qui dit stop à ça, ça sera le troisième clou du cercueil. Et là, on va pouvoir continuer à courir très très vite pour persuader les gens du fait qu'on est réellement en prise avec leurs problèmes du quotidien. Parce qu'en Corse, en Bretagne ou ailleurs, ces histoires d'autonomie, du fait que les élus, les barons locaux puissent avoir la main sur certaines politiques, les gens, de manière générale, n'en ont rien à foutre. Leur problème, c'est la vie chère. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse embarquer par ça, il faut qu'on ait une réaction qui soit la plus forte possible. Je voulais le dire ce matin, parce que je profite du fait qu'il y ait des camarades de plusieurs organisations politiques, ça va être notre sujet, là, maintenant. Et il ne faut pas qu'on se repose sur le fait que Macron n'arrivera pas à avoir une majorité pour réviser la Constitution, parce que si déjà le discours infuse, on aura déjà perdu une première partie de la bataille. Je vous remercie. Rémi Cuisinier, membre de l'Engagement et accessoirement ex-membre du Parti de gauche. Alors j'ai entendu pour la énième fois parler de ce qui pour moi est un mythe, la 6e République. Non pas que je sois partisan de la 5e République, au contraire. Et après tout, les mythes, pourquoi pas, parfois on a besoin de mythes pour avancer en politique. Et le problème, c'est que ce mythe, il est démobilisateur. J'ai entendu pour la énième fois le énième discours mitterrando-mélenchonique, où on nous dit que, oh là là, c'est terrible, la 5e... Oui, non mais voilà. Bah, je veux dire, tu es toujours membre est-ce que tu es toujours membre de LFI? Est-ce que tu es toujours mélenchoniste? Oui. Bon. Non mais c'est... Bon, tu as rappelé toi-même que la dictature présidentielle, elle n'est pas dans la Constitution de la Ve République. C'est une pure pratique. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour la mettre en pratique, y compris au sein de LFI? Et moi, je suis d'accord, il faut sortir du présidentialisme. Il faut proposer non pas un Premier ministre, mais un gouvernement, un ensemble de ministres. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Mais Mélenchon, il fait exactement le contraire. Rémi, c'est ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Oui, bon, voilà, c'est la question. D'accord, merci. En particulier au sein de LFI. C'est bon. Merci à toi. On a une question de David. J'ai vu Céline. Et puis, on va privilégier les prises de parole féminines un peu. Donc, on va revenir. Voilà. Désolé, messieurs. Voilà. Céline. Pardon, David et Céline. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai une question assez simple, une question-remarque qui concerne la pratique parlementaire et notamment l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, où, quand j'ai repris micro bien. Oui, quand j'ai repris donc mes études de droit, j'ai relu L'Esprit des lois de Montesquieu, qui fait partie des grands classiques, et je suis toujours étonné depuis que ce passage en force est pratiqué. Je crois que celui qui a le plus pratiqué, d'ailleurs, je crois que c'est Michel Rocard, il me semble, dans la Ve République, mais que les parlementaires sont incapables d'avoir des votes de principe. Pour moi, un vote de principe, c'est que quand on court-circuite le pouvoir législatif, on fait tomber le gouvernement. Qu'on soit d'accord ou pas avec la loi qui est défendue, on s'en fout de ça. Pour dire, non, on ne passe pas en force, le Parlement fait les lois, le vote, fait les amendements et les votes. Et ça aussi, je pense que ça fait...
Ça contribue à une grande crise démocratique, puisqu'on a toujours une opposition, d'ailleurs, quelle que soit sa couleur. Hein, c'est pas vraiment le « oh là là, passage en force, 49.3, etc. » On dépose une motion de censure, et la motion, elle est toujours rejetée. Donc c'est un petit peu on a l'impression d'être au cirque Pinder, hein, on va pas se la raconter. Mais là moi, j'arrive pas à comprendre, justement, pourquoi, je veux dire, vous, parlementaires, pour ceux qui ont été parlementaires nationaux, c'est pas possible d'avoir des principes. C'est quoi? C'est la peur de la dissolution, de perdre sa circo? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourrait être un peu plus clair là-dessus? Parce que on abîme notre démocratie qui est très imparfaite. Mais si le Parlement pouvait reprendre la main et dire c'est nous qui votons les lois, c'est nous qui faisons les amendements, et qu'on arrête ces arguments, on va pas voter une motion avec la droite, c'est pas bien, ou des conneries comme ça. Les principes, c'est pas que quand ça nous arrange. Les principes, c'est intangible. Merci David. Céline? Merci. Donc Céline Pio, membre de la GRS, et moi aussi accessoirement exclue du parti de gauche. J'ai une observation et une question. L'observation, c'est par rapport à toutes les propositions que vous avez évoquées, intéressantes pour sortir de la crise démocratique. Il me semble qu'on peut en trouver une autre qui est reconquérir le sens des mots et des concepts. Je pense que c'est important aussi, quand vous dites, et je suis tout à fait d'accord, qu'il faut redonner ces lettres de noblesse à laïcité, universalisme et d'autres mots, encore faut-il qu'on soit tous, alors nous peut-être, d'accord sur le concept, mais je ne sais pas si tout le monde met la même chose derrière ces concepts et ces mots. Laïcité, universalisme, pour certains, c'est être taxé de raciste, de gens de droite, de zémouristes, alors que c'est un marqueur de gauche. Mais quand certains partis ou mouvements de gauche eux-mêmes dévoient le mot et le concept, au nom de l'antiracisme et font de l'électoralisme, peut-être que ça perd aussi les gens. Donc je pense qu'il y a toute cette bataille culturelle et cette reconquête du sens des mots et des concepts qui est importante à faire, pas uniquement dans nos cénacles un peu intellectuels et un peu entre initiés, mais vraiment par rapport aux gens. Quand on discute avec eux sur les marchés ou dans la rue, on voit bien que malheureusement tous ces mots ont perdu leur sens parce que des représentants politiques ont fait perdre le sens de ces mots. Et j'ai une question peut-être plus pour Benjamin Morel. Vous avez évoqué tout à l'heure, et je suis d'accord avec vous, sur le danger de certaines régions, sur le fait de pouvoir déroger à la loi. Est-ce que, c'est une question, parce que j'ai pas la réponse, est-ce que c'est ou pas une conséquence de cette abominable loi NOTRe que je trouve qu'on ne combat plus, parce que ça y est, elle est passée. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus... Enfin, je sais pas, il me semble qu'on a perdu le fait de la combattre et de dire que si on était au pouvoir, on la supprimerait. Est-ce que la loi NOTRe a permis justement cette dérogation à la loi, ou est-ce que je me trompe? Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu la dérogation de la loi, si elle est facilitée ou pas par la loi NOTRe, ou si c'est encore autre chose? Merci. Merci. On va prendre une dernière question ici pour cette séquence. Joël Lopez, membre du MRC. Par rapport au débat que nous avons eu, y compris sur l'idée de la 6e République, l'année prochaine, on va effectivement fêter les 50 ans de la Révolution des œillets. Il serait intéressant de pouvoir comparer la première constitution après le 25 avril et celle que Mario Soares a fait faire après. Vous verrez sur l'expérience portugaise. L'autre aspect par rapport à nos débats, c'est de faire un effort pour comprendre éventuellement comment l'opportunisme de gauche, comme au Chili, a fait qu'à partir d'une bonne idée d'avoir fait une constituante, on a effectivement utilisé le référendum et on a créé effectivement une situation où les différentes classes se sont vengées, y compris de cela. Il y a un enseignement éventuellement à faire que, à partir d'une bonne idée, comment je peux éventuellement, et Jean-Luc Laurent a reparlé de l'utilité de l'éducation populaire, si les choses ne sont pas partagées en termes de conscience collective, on peut avoir la meilleure idée qui peut se transformer. L'expérience chilienne doit nous obliger par rapport à cet anniversaire de septembre, mais y compris ce qui est arrivé, à réfléchir, parce qu'il n'y a pas de révision tout simple. Par rapport à Raquel, sur cette idée, il y a un monsieur qui faisait partie de notre histoire qui a initié le PORS, qui par rapport au présidentialisme a été un de ceux élus, dirigeants, qui a été le plus pertinent sur la critique du présidentialisme.
Et justement, par rapport au Chili, il avait au moins cette vertu de ne pas courir trop vite et de prendre le temps, comme nous invite M. Morel à faire. Merci. Merci. Donc la dernière question ici, on verra si on a le temps, en fonction de la longueur des réponses, de refaire une séquence. Oui, bonjour, Ingrid de la GRS. Ma question est la suivante. Est-ce que la crise démocratique ne vient pas avant tout de l'incohérence de l'échiquier politique actuel, et ce dans tous les pays, je pense tous les pays du monde, à savoir, nous avons des partis politiques scindés en fonction des valeurs de la société, tolérance, homophobie, immigration. Mais on sait très bien qu'il y a aussi pour beaucoup, c'est très important la différence entre une économie libérale et une économie non libérale. Une économie qui protège les services publics ou non, une économie de marché ou non. Et actuellement, sur l'échiquier politique français, on se retrouve avec le Rassemblement national et l'extrême gauche, j'entends par extrême gauche un concept assez large qui inclut LFI, en partie GRS et PC, qui sont dans une idée d'économie plutôt protectionniste et qui combat les excès du marché. Je pense que l'échiquier politique aujourd'hui ne répond plus à cette séparation. Et quand on parle avec des collègues, on est souvent d'accord avec des gens parfois du Rassemblement national sur la protection des services publics. Et l'opprobre que jette la gauche sur le Rassemblement national nous donne des obstacles à rassembler les Français autour des questions essentielles que sont les services publics et la protection du social. Merci. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas qui voudra... Alors, on a eu beaucoup de questions qui reviennent sur la laïcité, que ce soit comme clou de cercueil ou sur la confusion. Également sur la différenciation et la porte ouverte vers l'autonomie et le délitement républicain. J'ai mis dedans sur la question sur le rôle de la loi NOTRe. Et je mets à part la question sur la Constitution, enfin la comparaison des constitutions avec le Portugal et la situation du Chili. Et puis la dernière question qui est assez différente. Alors, il y en a une partie, je crois, qui s'adressait directement à Raquel. Voilà, mais je pense qu'on est beaucoup plus large. Sophie, tu veux commencer à répondre ? Oui, j'avais gardé un petit peu de contenu pour la fin parce que j'étais sûre que le débat allait apporter 6e République, Convention citoyenne, tout ça, notion de souveraineté et de capacité de décision. Et donc j'avais gardé un petit peu de biscuit. Et finalement, Benjamin Morel en a un peu parlé sur. Enfin, le problème que je vis, quelqu'un a parlé de sens des mots aussi. C'est pas complètement la capacité de décision, c'est la capacité à appliquer les décisions. Ce qui est une notion, et en fait, c'est par rapport à ta phrase, l'intendance suivra. Tu as raison, parce qu'on est dans une période où il faut reposer des choses fondamentalement, mais on ne peut pas séparer l'intendance et la capacité à faire quand on décide quelque chose. C'est ça, pour moi, la crise de la souveraineté. Alors, je vais donner des petits exemples concrets, rapidement. Moi, il n'y a pas de problème. On peut faire un référendum ou des élus qui ont un programme, plantons des arbres. On va planter des arbres. On va faire un budget participatif. On va faire voter. On va planter des arbres. Moi, à Marseille, planter des arbres, j'ai une liste de mails au moins de 30 personnes pour pouvoir planter des arbres. Tellement c'est devenu, et là je voulais parler un petit peu de ce qui a été évoqué, loi NOTRe, loi 3DS, toutes ces lois insupportables que plus personne ne comprend, et effectivement l'écrasement et plutôt la dispersion normative. C'est-à-dire que moi, pour planter un arbre, il me faut différents services de la métropole, différents services de la ville, l'architecte des bâtiments de France, et je vous en passe des meilleurs. Résultat, je m'en fous d'être maire de secteur, je reste une activiste avec un réseau et je fais de l'influence maximale pour qu'on puisse planter des arbres. C'est insupportable, insupportable. Je prends un autre exemple. On veut mettre des SDF à l'abri, j'imagine, tous ici. Ah bah oui, mais le SDF, ça n'existe pas dans les politiques publiques. C'est pas ça qui existe dans les politiques publiques. Et on va en revenir aux principes fondamentaux. Ce qui existe dans les politiques publiques, c'est un homme à la rue ou une femme à la rue. Ce qui existe dans les politiques publiques, c'est si la personne elle est mineure ou majeure. Ce qui existe dans les politiques publiques, c'est s'il a des papiers ou s'il n'a pas de papiers. Et en fonction de tous ces critères dits de vulnérabilité associés ensemble, c'est soit le département, soit l'État, soit la ville, soit enfin, vous imaginez. Et à la fin, on perd de vue quoi ? Il y a 2-3 jours, j'ai rencontré
des gens fantastiques qui sont des psychiatres et qui s'appellent le réseau de la clinique de l'exil. Et eux, ils s'occupent des personnes du bout, ils appellent ça. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent même plus, parce qu'on crée sans cesse de l'hyperspécialité, de la dispersion de politiques publiques. Et à la fin, on perd quoi? L'universalité de la condition humaine. Voilà ce qu'on est en train de perdre. Et c'est pour ça que pour moi, l'intendance, elle compte. Parce que l'intendance, c'est quand il y a des personnes dans des tentes à la rue, je m'en fous, moi j'ouvre le gymnase pour qu'ils prennent les douches. Et j'en ai rien à faire. C'est l'universalité de la condition humaine. Et je pense qu'effectivement, c'est pas pour parler de choses techniques ou de décentralisation, mais on a un appareil politico-administratif qui est très malade, hyper spécialisé. Et je suis pour réhabiliter le médecin généraliste et l'élu généraliste. Je suis effectivement pas pour qu'on fasse une inflation de normes et de dérogations. Par contre, de revenir, je rêve un jour de pouvoir répondre simplement à quelqu'un qui m'a interrogé une fois dans la rue, mais Madame la maire, qui fait la loi? Qui fait la loi? Il me posait plein de cas de figure concrets et il fallait que je lui réponde avec une réponse différente à chaque fois à tout ce qu'il disait. Donc, je crois vraiment qu'il faut mesurer que dans la frustration de nos concitoyens, il y a cette idée aussi, quoi, nous c'est un peu notre vécu à Marseille, puisqu'on a représenté un changement important et on dialogue beaucoup avec les gens. Et des fois, quand on leur explique ce que c'est qu'un processus de décision, moi je le fais plus en fait. Moi je le fais plus parce que je les perds les gens. Je dis, vous me faites vos demandes, on s'en occupe. Parce que c'est pas possible. Ça crée énormément de difficultés. Et quand on travaille sur des personnes du bout, en fait, ces personnes qui sont à la rue, c'est un très bon cas de figure, en fait. Parce qu'elles deviennent folles de leur parcours, elles deviennent folles de ce qui se passe en France. Il faut savoir que c'est très grave, moi, à mon avis, la situation à laquelle on est arrivé aujourd'hui pour pouvoir répondre simplement à des situations très graves, en fait. Donc, oui au changement de constitution, oui au changement de plein de choses, mais travaillons sur l'intendance, c'est très noble. Parce que l'intendance, c'est ce qui fera que les gens ne seront pas déçus. Voilà ce que je voulais dire. Mais Sophie, je suis évidemment d'accord que l'intendance est très important, mais en matière de révision constitutionnelle ou de convocation d'une constituante pour établir une nouvelle norme, ce que je voulais dire, c'est que le parcours juridique, c'est pas le côté le plus difficile en réalité, c'est ça que je voulais dire, et donc je voulais pas occuper trop de temps sur cet aspect-là des choses, parce que je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, on organise la délibération populaire à très très large échelle. Je pense que c'est ça la différence de situation politique entre 2023 ou ce qu'on a pu connaître la gauche socialiste avec Marine Noël quand on parlait déjà de 6e République dans les années 90. Alors, des questions m'ont été posées. Je voudrais dire que je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Benjamin Morel. Il n'a pas utilisé le mot, mais il a très bien décrit le concept. C'est la peuplophobie des élites. Il y a une peuplophobie des élites françaises. Qui fait que il y a cette idée, et ça s'est construit quand même beaucoup dans la social-démocratie, à partir de la question européenne, que, et Jean-Luc Laurent l'a dit aussi, ils sont trop cons, etc. Et ça crée un délitement de l'attachement de certaines élites françaises à l'état de droit, aux grandes libertés, et c'est quand même un danger, parce qu'effectivement, si vous imaginez donner les institutions actuelles avec les règles à l'extrême droite, par exemple, bon, il n'y a plus qu'à se servir. Enfin, je dirais, l'extrême droite n'a pratiquement plus rien à changer. Tellement il y a eu des négations de l'état des droits et des grandes libertés par la Ve République et qui sont permises justement par, et ça j'y tiens beaucoup, par la concentration du pouvoir à l'Élysée et qui est un pouvoir irresponsable. Alors, j'ai bien entendu le président Macron qui dit alors, il faudrait élargir le champ de l'article 11. Élargir le champ du référendum. Et attention, parce que ça a le goût l'odeur, on va dire, d'une bonne idée, parce que ça a l'odeur d'une idée qui tendrait à donner plus la parole aux habitants, aux citoyens. Mais attention, de quoi parle-t-on? L'article 11 de la Constitution, c'est l'article qui délimite les pouvoirs présidentiels. Il y a une liste limitative de sujets sur lesquels le président a le droit d'initiative référendaire. Si vous élargissez le champ de l'article 11, vous élargissez le pouvoir du président. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on sort de la période là, on vient de vivre avec retraite 49.3,
Et la grande conclusion de tout ça, ce serait donnons encore plus de pouvoir au président de la République. Pourquoi? Parce que votre pouvoir, messieurs, dames, est mis en cause par les députés qui, comme en 2008, pourraient voter au contraire de vous, etc., en utilisant habilement un ressentiment anti-parlementaire qui existe dans la société, probablement à juste titre d'ailleurs, mais qui omet de marquer la latéralité là où elle se pose de façon beaucoup plus aiguë, qui est entre le pouvoir présidentiel exécutif et le reste. Et de ce point de vue, ce qui ressort de nos premières auditions que nous avons menées à l'Assemblée nationale sur le sujet, c'est que la 6e République, évidemment, doit renforcer le pouvoir législatif par rapport à l'exécutif. Mais ça ne suffit pas, il ne faut pas partir. En fait, c'est un peu le travers des élus quand ils abordent ces sujets-là, c'est qu'ils abordent tout ça en termes de ventilation respective des pouvoirs respectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui devrait être au département, qu'est-ce qui devrait être au Parlement, qu'est-ce qui devrait être localement, etc. Et en fait, ils omettent de se poser la question du pouvoir citoyen, directement. C'est-à-dire cette capacité d'agir. Et de ce point de vue, je pense que la 6e République, mais ça c'est quand même en forgeant qu'on forgera, il y a quelque chose évidemment de pouvoir parlementaire renforcé, mais aussi effectivement davantage de démocratie directe. C'est évident qu'il faut plus de référendums, mais attention, là où le détail est très important, c'est qui a l'initiative du référendum, qui pose la question, dans quels termes est organisée la délibération. C'est là que tout se joue en réalité. Donc si vous avez plus de référendums, moi je suis d'accord, mais pas pour l'initiative présidentielle, moi je suis pour l'initiative citoyenne ou parlementaire. Mais en tout cas, il faut quand même admettre l'initiative citoyenne référendaire. Il faut l'admettre. Et pourquoi pas, mais alors c'est pas nouveau, il y a l'exemple de l'Ohio, mais aujourd'hui quand on voit les conventions citoyennes, c'est ce qu'on va appeler la démocratie délibérative avec des espaces de tirage au sort. Mais vous pouvez faire des mixtes. Par exemple, pour un référendum, vous pouvez donner à une convention citoyenne la tâche d'identifier le conflit ultime, c'est-à-dire la chose marginale sur laquelle finalement il y a tellement de dissensus qu'il faut qu'il soit tranché directement par le corps social au sens le plus complet du terme. Mais là, vous avez un mix qui est intéressant. Donc, initiative citoyenne, convention citoyenne qui travaille, qui forge une question, référendum, et donc fabrication d'une norme qui jouit d'un consentement et d'une légitimité qui est très très importante et qui nous met à des années-lumière de la tradition plébiscitaire qui quand même est une tradition française bonapartiste dont il faut absolument se méfier. Alors, on m'a posé là une question très très sincère et même un peu, je sens, marquée d'un parcours personnel sur le fonctionnement de la France insoumise. Moi, je me dérobe pas à cette question. Bon, au parti de gauche, je sais pas quoi, il y a des grands blessés, mais et je comprends, je me moque pas, je comprends, quand on est militant, toutes ces choses-là sont terribles à vivre. Et bon, moi, je vais pas le refaire ici, mais j'ai fait en décembre une longue interview au média Regard, que vous pouvez retrouver en ligne, c'est 1 heure d'interview, sur pourquoi la France insoumise doit absolument changer son fonctionnement. Moi, par exemple, je considère qu'il faut pouvoir adhérer à la France insoumise. Je crois à la loi de 1901, je crois à la libre association des individus, et je crois que le fait de cotiser est le pouvoir, et donc la gestion commune des deniers et de cette cotisation est une base de démocratie et d'exercice et de pratique du pouvoir qui est important, dont ne peut pas se soustraire le premier parti de la gauche, au risque vraiment d'être dans une dissonance totale avec le projet démocratique dans le pays. Ben ça, c'est ma position, elle est publique, elle me vaut quelques conflits dans l'organisation, mais elle me vaut aussi beaucoup d'amitié. Parce que les militants aussi, c'est pas que des colleurs d'affiches et des distributeurs de tracts. Bon. Et puis, ils aiment bien aussi l'idée de pouvoir être associés à des décisions. Alors, pas forcément, il n'y a pas de modèle idéal. Il y a aussi, chez nous, les grands blessés du PS, du Parti communiste ou ailleurs. Donc, tout le monde dira, attention, c'est pas parce qu'on adhère que c'est formidable. Mais néanmoins, cette idée de pouvoir fabriquer un espace de délibération démocratique, il me semble que à partir du moment où c'est un défi de toute façon pour le pays, alors comment on fait de la collégialité? Tu disais l'intendance dans la prise de décision, c'est très intéressant tous ces sujets-là. Faut quand même, c'est bien de laisser l'appliquer à soi-même. En tout cas, moi, je suis absolument convaincue de ça, et je pense même que si on le fait pas, en fait, on ne sera pas l'outil utile
pour les grandes victoires et la transformation de la société. Donc bon, ça au moins, c'est dit, en toute amitié. Sur la laïcité, je voulais juste terminer. Ah oui, motion de censure, juste une question factuelle sur la motion de censure. La motion de censure, c'est la réponse institutionnelle qui est donnée en Ve République par rapport à cet abus de pouvoir présidentiel qu'est le 49-3. La réponse en réalité politique réelle au 49-3, c'est dire allons-y pour la 6e République. Normalement, quand on sort du 49-3, l'hémicycle, là, on doit tous dire allez, la 6e République. Bon, on dit motion de censure. Bon. Ce qui est quand même, en réalité, un peu à côté, parce que je peux changer Borne, hein. Ça ne changera pas l'existence du 49-3. Si je remplace Borne par quelqu'un d'autre, j'aurai le même problème d'excès de pouvoir présidentiel. Cela dit, bien sûr qu'il faut aussi voter les motions de censure. Et nous, en tout cas, nous, on le présente systématiquement. La NUPES, on les vote systématiquement. Et parfois, on est arrivé pas trop loin, parce qu'en fait, c'est la droite qui hésite. Bon, Lyot, le groupe Lyot, c'est en fait notre martingale, parce que quand Lyot est d'accord pour présenter, eux, la motion de censure, alors tout le monde la signe, donc on n'arrive pas loin de la majorité, mais c'est vrai, aujourd'hui, il nous manque 28-29 voix de LR. Voilà ce qui manque. Donc cette question, David, il faut le dire aux députés LR qui persistent à ne pas vouloir voter la motion de censure, ou alors qu'ils veulent la voter sur un sujet qui leur semble plus concernant à eux. Par exemple, s'il devait y avoir un 49.3 sur la loi immigration, ils disent « Ah ben c'est bien, on va faire tomber le gouvernement sur la loi immigration ». Vous voyez, bon. Donc, moi je suis d'accord, il faut que ce soit systématique, il y a 49.3, il faut qu'il y ait motion de censure, mais aussi il faut qu'il y ait appel à fabriquer cette 6e République. Voilà, et sur la laïcité, moi je voudrais dire la chose suivante. J'ai vraiment pour le coup, en plus moi je suis née, pardonnez-moi de faire un peu de parcours personnel, moi je suis née au Chili. Mes parents ont dû fuir, on a fui après le coup d'État. On est parti au Canada. Moi j'ai passé mon enfance en Amérique du Nord. Et donc je ne savais même pas ce que c'était la laïcité. Au Québec, au Canada, il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État. On vivait tous dans nos ghettos culturels, communautaires. Et je suis arrivée en France et j'ai commencé à militer. Et j'ai découvert les grands taux de mariage mixte, la notion de séparation de cette sphère intime avec cette sphère publique. Et j'ai adoré. J'ai adoré être une jeune militante dans des espaces politiques laïques. Et aujourd'hui, j'allume ma télé, je regarde Netflix. Et tout ce que regardent mes enfants maintenant sont grands, mais ce que regardent les ados, c'est que des émissions anglo-saxonnes où dans les classes, les salles de classe, il n'y a pas un seul enfant qui vient dépourvu d'une sorte d'identité, qu'elle soit sexuelle, de genre, religieuse ou autre. Et alors, chez les gamins, ça pose aucun problème. Et j'ai eu cette conversation, j'imagine comme vous, avec les ados et les jeunes 1000 fois, ça termine toujours par « mais maman, en fait, t'es raciste ». C'est toujours... Parce qu'ils ne comprennent même pas l'idée de vouloir dépouiller un espace de cette expression confessionnelle. Et ça a été long. Il y a eu longtemps cette idée que le recul de l'idée laïque en France venait essentiellement d'aspirations communautaires et notamment musulmanes. Mais moi, j'habite en Seine-Saint-Denis et c'est pas ce que je constate. Ce que je constate, c'est que c'est d'abord en fait l'Amérique du Nord et le modèle anglo-saxon qui me mord la nuque. Parce que je revis les choses que j'ai vécues quand j'étais adolescente en Amérique du Nord. Et alors, si je mets ça en regard avec le fait que pendant des années, la droite et le PS, mais pas seulement, mais comme c'était les deux grands partis de la Ve République, ont répondu à la déflation civique et électorale par des reculs clientélistes. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus grand monde qui vient voter à une élection municipale, eh bien si on gère tel chef religieux, telle personne un peu influente dans une communauté, eh ben c'est toujours ça de prix, parce que ça peut avoir une incidence électorale, alors que si tout le monde va voter, ça n'en a pas. C'est là qu'on a vu des reculs. Parce qu'aujourd'hui, ce même adolescent avec qui je parle, et qui est Netflixé, ben si en plus il voit que Ciotti et la droite passent leur vie le 15 août avec la Vierge Marie, et que chacun là où il est, en fait, bon, il y en a un, il va faire Kippour, l'autre, le président qui va à la messe, avec le pape, 2 semaines après avoir fait une rentrée scolaire entièrement sur la tenue des fibres. C'est totalement destructeur. Il n'y a plus aucun adulte qui est capable d'expliquer ça. J'en parlais avec l'autre jour dans un débat télévisé avec un philosophe qui s'appelle Tavoyot de droite, qui m'expliquait
que la laïcité, mais très doctement, le mec il est prof d'un diplôme universitaire sur la laïcité et il forme des référents de l'éducation nationale. Il me dit, mais c'est normal, le président il a le droit d'aller à la messe, mais les filles n'ont pas le droit de porter la baya, c'est normal. Et puis alors il me sort des règles, il me dit oui parce qu'il y a l'espace privé, il y a l'espace public, puis il y a l'espace civil dans la rue, et là il y a une règle, c'est la discrétion. Les mecs ils inventent des règles à leur sauce en fait. Là, il n'y a plus un seul qui est capable d'expliquer des choses simples sur la laïcité et de se les appliquer de façon stricte à soi-même. Moi, je suis devenue députée de Seine-Saint-Denis. Je n'ai jamais mis les pieds dans un lieu de culte et jamais je ne le ferai. Jamais. Dans aucun lieu de culte. Mais alors, je veux dire, les gens me regardent comme ça, les élus communistes, les élus socialistes. Les élus de droite, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Mais même les socialistes et les communistes, moi, je rigole avec le maire de Bobigny. Le maire de Bobigny passe sa vie dans les lieux de culte. Il y a la lumière dans une mosquée, il rentre dedans direct. À la main, ça devient une blague à la fin. Il passe boire le thé avec les sikhs. Machin. Tout le temps, il fait ça. Parce qu'il dit, j'ai mis le doigt une fois, je suis obligé d'aller voir tous. Bah oui. Donc, il faut aussi qu'en nous-mêmes, on assume le fait que... Et même, par exemple, pardonne-moi, Michael Vallée, je suis sensible à ce que tu dis, mais même les camarades du PS qui mettent beaucoup en exergue la question de la laïcité comme quelque chose d'extrêmement tranchant à gauche aujourd'hui, etc. Mais c'est les mêmes qui vont financer la Saint-Roch à Montpellier ou des choses comme ça. Donc en fait, les gens ont des discours à Paris sur les plateaux. Je me doute que c'est pas toi. Hein. Donc je voudrais juste dire là-dessus par rapport à la laïcité que il faut, en vérité, à mon avis, pas en faire un sujet de polémique entre nous, mais vraiment faire un sujet de comment on arrive à faire une transmission générationnelle et historique d'un acquis, d'une production philosophique de ce pays qui est, à mon avis, très utile et qui est quelque chose de génial et merveilleux. Mais là, je vois venir la fin de la laïcité. Je le vois, je pense que je vais le vivre de mes yeux et on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'on n'aura pas été capable de transmettre cette belle idée, parce qu'il y aura trop de dissonance entre le blabla et la pratique. Merci. Alors, ce n'est pas moi, chez les radicaux de gauche, qui vais dire autre chose sur la laïcité qui est malmenée. C'est vraiment un danger essentiel pour le pacte républicain. Il y a eu d'autres questions qui sont peut-être encore un peu en suspens. Je ne sais pas si Jean-Luc ou Benjamin, vous voulez intervenir dans les toutes dernières minutes qui nous restent sur le sujet, Jean-Luc ? Comme vous le savez, je suis maire et moi, je vais dans les lieux de culte pour parler laïcité. Donc, j'ai pas d'angoisse par rapport à ça. J'ai par contre une angoisse, c'est ce qui est apparu dans le débat sur le positionnement vis-à-vis de l'abaya. On peut considérer que ça ne doit pas être un sujet, mais très franchement, moi, le lycée intercommunal dans ma commune, 1800 élèves, un proviseur et des enseignants laissés à eux-mêmes l'année dernière pour gérer 40 à 50 cas de port de l'abaya, sans avoir de directive. Débrouillez-vous, dialoguez. Enfin, on a connu ça depuis Jospin en 89. Il faut que la République qui est tout simplement, que la France, qui est une république indivisible, laïque, sociale, démocratique, elle exerce ses prérogatives. Elle est certes décentralisée, mais elle doit faire prévaloir son caractère d'une communauté unique des citoyens, ou comme disait Victor Hugo, l'État chez lui, la religion chez elle. Séparation de la sphère publique et de la sphère privée. Ça, c'est une ligne qui doit rassembler toute la gauche. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut le dire. Et il faut qu'on apporte une réponse là-dessus, sinon il n'y a pas de crédibilité. Sinon, on sera au premier tour de l'élection présidentielle et on fera au revoir pour le deuxième tour. Moi, je n'ai pas envie que la gauche, elle laisse, parce qu'elle va avoir soit une division, soit
un petit drapeau, un étendard qui sera le programme maximum à porter par rapport au programme minimum qui nous renvoie à il y a un certain nombre d'années et qui nous impuissante. Moi, je veux une gauche qui soit puissante, qui puisse reconquérir et la confiance des citoyens pour résoudre la crise démocratique qui nous est posée. Et dans ce cadre, je ne crois pas qu'un changement de numéro de constitution soit la réponse à la crise démocratique. Ou alors, de deux choses une. Soit on fait une constituante, sans aucune idée, mais là on va créer du dissensus et un bordel dans l'opinion. Ou alors, on a des idées, mais il faut les mettre sur la table. S'il s'agit de supprimer l'élection du suffrage universel, au suffrage universel du président de la République, je ne suis pas d'accord. Je pense que quand on dit qu'il doit y avoir la souveraineté du peuple qui s'exerce pour le peuple, par le peuple, mieux vaut en rester à ce qui existe. Pour ma part, je reste et je suis attaché à l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais la constitution de la Ve a été faite dans un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Donc il faut déverrouiller la Ve République, mettre fin à l'usage tel qu'il est fait du 49.3 pour le limiter au vote du budget si c'est nécessaire éventuellement. Et c'est la position, voilà, moi que j'avais mis en débat. Il faut revenir au septennat plutôt, de telle sorte qu'on déverrouille la connerie qu'on a faite, moi y compris, lorsque Jospin a proposé de faire la concomitance, moyennant quoi le système institutionnel est verrouillé, ne respire pas. Il faut qu'il y ait une durée distincte de mandat du président de la République et du mandat parlementaire. Il faut déverrouiller en mettant fin à tous les instruments de procédure contrainte, où la loi est supplantée par les ordonnances. Réduisons, voire retirons le pouvoir d'ordonnance, qui correspond à une période qui n'a plus lieu d'être, à mon sens, aujourd'hui, en règle générale, pour les grands sujets. Retirons les mécanismes de maîtrise de l'ordre du jour, de vote bloqué, de nouvelles délibérations, pour qu'on impose à une majorité de voter oui jusqu'à ce que oui s'en suive. Parce que c'est ça, c'est la même logique que Maastricht et la Constitution européenne. Hein. Votez oui, si vous votez non, on vous fait redélibérer. Ben non, on attend la deuxième lecture ou le dernier mot à l'Assemblée. Donc, tous ces éléments bloquants, on doit pouvoir les retirer, à mon sens. Voilà quelques éléments que je voulais donner. Il faut, évidemment, le référendum tel qu'il a été fait, le RIP, la demande de RIC, tout ce qui existe sur les référendums, il est fait pour ne pas être utilisé. Il est fait pour ne pas être utilisé. Donc, il faut déverrouiller, là aussi, le référendum pour en faire un outil de délibération directe, même si ça ne fait pas plaisir au Parlement, et j'ai été parlementaire, il faut accepter une respiration au niveau de nos institutions. Il faut que l'article 20 soit respecté. Le gouvernement conduit la politique de la nation, avec un Premier ministre. Je ne suis pas pour la fin du Premier ministre. Il doit y avoir un Premier ministre, de telle sorte que le Président de la République soit non pas dans l'inauguration des chrysanthèmes, mais dans l'affirmation des orientations et le respect du programme qui a été présenté. Voilà quelques éléments que je voulais indiquer. Bref, je ne pense pas, Rachel, tu l'as compris et vous l'avez compris, c'est un débat qu'on a au sein de la Fédération de la gauche républicaine. Je ne crois pas qu'on reconquérera la confiance, qu'on résoudra la question du blocage de la démocratie en changeant de numéro de la Constitution. Encore une fois, ou alors il faut dire les choses, il faut les mettre en débat. Moi, je ne suis pas favorable, comme je vous l'ai dit. Je suis pour déverrouiller la Ve République, déverrouiller la démocratie et aller à l'essentiel. Car la gauche doit être, pour ma phrase de conclusion, la gauche des solutions, de la vie quotidienne.
non pas de tout ce à quoi on est confronté comme élus locaux, avec la technostructure, avec les normes, avec la loi NOTRe, enfin, j'en passe et des meilleurs, nous le savons tous. Il faut, à mon sens, pour que la démocratie respire, fonctionne, que les citoyens s'y retrouvent, reprennent le chemin des urnes, il faut qu'on soit la gauche des solutions, la gauche de la vie quotidienne, qu'on apporte des solutions. Et ça, c'est valable à tous les niveaux. Pas seulement les maires d'arrondissement ou de communes qui ne sont plus, qui sont bien seuls. Et en réalité, ils ne sont pas bien seuls, ils sont seuls. Car les autres élus, on ne les voit pas. Les citoyens ne voient plus les élus. Ne voient plus les élus. Les seuls élus qui sont visibles, chopables, engueulables, révocables, c'est les élus locaux, qui sont responsables aux yeux des citoyens de tout, car la démocratie est complètement cadenassée, et le citoyen, eh bien, il en tombe à des solutions extrêmes. Si on ne veut pas que ça soit ça, si on ne veut pas la bête immonde, eh bien, il y a urgence à agir et à être cette gauche sérieuse et des solutions. Merci Jean-Luc. Alors, je vais être très rapide, mais je voudrais revenir sur 2 points qui m'apparaissent fondamentaux. Premier problème, vous évoquiez, mademoiselle, la question de l'opinion. Et ça renvoie un peu à ce que tu disais, Raquel, c'est-à-dire que je crois qu'il faut avoir quelque chose en tête. Aujourd'hui, l'opinion est extrêmement déstructurée. Vous savez, les enquêtes d'opinion, les sondages. Dans les sondages, vous voyez toujours, les Français répondent que, déjà discuté, discutable, et puis surtout, vous avez la ventilation par parti politique. Cette ventilation, elle est liée à une question qu'on ne vous présente pas, qui, au début des années 2000, était rédigée sous le titre de quel parti êtes-vous le plus proche? On a rajouté au milieu des années 2000 ou le moins éloigné. Dites-vous qu'il y a entre 4 et 6 Français sur 10 qui répondent à ça. Ça veut dire que les autres ne se sentent proches d'aucun parti. Et parmi les 4 sur 10, il y a beaucoup de centristes parce que surtout, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont structurellement toujours voté à gauche ou à droite et qui donc s'identifient à ça, et en règle générale, souvent votent Macron. Et donc, vous voyez que là-dessus, on est sur des perspectives aujourd'hui où l'opinion est fondamentalement déstructurée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des attentes. Moi, ce qui me rend fondamentalement optimiste, c'est que quand vous sondez les Français sur la laïcité, ils sont plus clairs que les politiques. Quand vous les sondez sur l'État, la politique sociale, ils sont souvent plus clairs que bien des politiques. Le problème que l'on a, il y a le problème que tu évoquais et qui m'apparaît essentiel. Tout à l'heure, j'évoquais l'espace public, les médias. Tu as parlé de Netflix. La Révolution française, ce n'est pas d'abord des institutions. Elles arrivent plus tard, les institutions, elles arrivent en 1791. C'est d'abord un espace public, c'est d'abord une formation citoyenne. La République, ce n'est pas d'abord des institutions. Ça en est évidemment, mais c'est d'abord un citoyen émancipé. Si vous écervelez les gens à coups de séries Netflix totalement idiotes qui importent en effet une histoire des concepts d'outre-Atlantique et que qui plus est, vous avez des médias qui tournent en boucle sur Pierre Palmade, vous pouvez tout faire, vous n'aurez pas de démocratie ni de république qui tiendra. Et donc, pour moi, cette bataille culturelle-là, il faut la mener, elle est première, elle est fondamentale. Il y a un deuxième aspect de la bataille culturelle. La nation, elle naît à gauche. C'est un concept républicain qui implique qu'on ait une communauté de citoyens exempte de toute considération religieuse, raciale aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une gauche qui ne veut plus en parler parce que c'est raciste, et en effet, ça l'est devenu dès le moment où l'extrême droite l'a repris à son compte et lui a donné une autre signification. La laïcité, tu l'as très bien décrit, je suis absolument d'accord avec toi. Aujourd'hui, qui parle de laïcité, c'est la droite et l'extrême droite. Tout en disant, il est normal d'avoir des statues de la Vierge qu'on construit après 1905 parce que ça c'est bien, c'est nos racines. En revanche, les musulmans, non. Et donc, on a une resignification des termes. Nation, république, laïcité, par la droite et l'extrême droite, mais on peut toujours s'amuser à le leur reprocher. Et c'est nous qui les avons laissés tomber. Et donc, ils ont repris le truc. Ils l'ont repris. Je veux dire, ils ont raison. Vous parliez de Marine Le Pen. Écoutez, on parlait avec certains, écoutez les 2 derniers discours de Marine Le Pen. Elle parle quasiment pas d'immigration. Elle parle d'État, de social, bref, ce qu'on attendrait aujourd'hui d'un parti de gauche. Et donc, évidemment, ça marche, parce que c'est ce qu'attendent les gens. Si on n'est pas capable d'appuyer sur les fondamentaux qui fait qu'aujourd'hui, on est majoritaire dans ce pays.
Je crois qu'il faut avoir ça dans la tête. Sur les sujets fondamentaux qui ont été portés par la gauche, nous sommes majoritaires. Si on n'est pas capable de bien le porter, eh bien, il ne faut pas se plaindre que d'autres le portent à notre place et gagnent. L'autre point, vous parliez évidemment de la loi NOTRe. Je crois que la loi NOTRe est une horreur, c'est une stupidité. Ça a été écrit sur un coin de table à l'Élysée et à Matignon. Ça montre qu'aujourd'hui, on est capable de faire des... Et là, ça renvoie également au présidentialisme. Comment on peut se dire « ouais, je vais sortir les ciseaux ». Bon, dans aucun pays du monde, ça ne se passe comme ça. Mais là, en l'occurrence, pour la dérogation et pour le droit à la différenciation, la loi NOTRe, avec tous ses défauts, n'en est pas à l'origine. C'est une suite de renoncements, en réalité. Et ça rejoint, et là je veux répondre et abonder dans le sens de Mickaël, c'est une suite de renoncements. Tout ce qui est en train de se passer est une suite de renoncements. Quand on a réduit le corps électoral en Nouvelle-Calédonie en disant on s'en fiche du suffrage universel, c'était un renoncement. On a dit pourquoi pas, au fond. Lorsque on a considéré que, déjà dans la loi de 2004, enfin dans la loi constitutionnelle de 2004, on commence à avoir cette idée de dérogation sous Raffarin. On commence par les Outre-mer en disant écoutez, vous pouvez déroger. Moi, je n'ai pas de problème à dire vous avez des territoires qui peuvent éventuellement, notamment en Outre-mer, rentrer dans une logique d'indépendance. Mais on ne porte pas atteinte à la République. C'est-à-dire que soit on reste dans la loi de la République, soit on s'en affranchit. Mais on ne modifie pas le contenu de la République pour dire, eh ben là, en fait, toi, tu déroges. Et donc, dès le moment où on ouvre ça, on dit, au début, c'est juste pour les Outre-mer. Mais à la fin, vous avez des présidents de région qui disent, bah, moi aussi, je veux déroger. Pourquoi pas? Et donc là, par petits renoncements, on a avancé. Sur le régionalisme, on peut dire, Macron, en effet, a fait un discours infâme, il a fait un discours infâme. Mais je suis désolé, souvent je cite dans les tribunes et dans les interventions que je fais sur ce sujet, le fait d'avoir, à l'université de Corté, un amphithéâtre Aquaviva, du nom d'un plastiqueur du FLNC. C'est pas un tag sur les murs, comme vous pouvez également trouver des tags idiots à Tolbiac, à Paris. Oui, il y a État français assassin, etc., qui est tagué sur les murs de l'université de Corté. Mais là, c'est pas l'institution. Là, c'est une institution, sous le contrôle du ministère de l'enseignement supérieur, qui accepte que l'on appelle un amphithéâtre Aquaviva. Comment est-ce que vous considérez que ça, ce n'est pas un renoncement? C'est pas Macron, ça date du début des années 2000. On l'a accepté. On a accepté que ce soit possible. Et quand vous mettez ça dans la machine, eh ben, quelques années plus tard, vous avez un président qui vient dans un hémicycle où on a fait 1 minute de silence pour Yvan Colonna, dont le seul fait de gloire est d'avoir tiré dans le dos d'un préfet, qui se rend à un exécutif qui a mis ses drapeaux en berne en l'honneur d'Yvan Colonna. Vous se rappelez ça quand même. Et donc, ces petits renoncements, qui ne sont pas que ceux de la présente majorité, mais qui sont une suite de petits renoncements depuis 30 ans, aujourd'hui nous amènent là. Et aujourd'hui, en effet, il devient aberrant, enfin, encore une fois, c'est absurde, possible de dire on va déroger à la loi. On va laisser, je dirais, faire l'apologie d'Yvan Colonna. Donc, si on n'arrête pas les choses maintenant, si on ne se bat pas et si on ne dit pas non, là ça suffit, là ça va trop loin, là on arrête. Regardez les renoncements qui ont été les nôtres, regardez où ça nous a menés, eh bien, c'est terminé. Un ami catalan qui m'a été présenté hier me montrait notamment un tweet de la gauche catalane, le RC, qui dit, je peux le citer sous votre contrôle, cessons de payer pour les régions les plus pauvres d'Espagne. Si jamais nous rentrons là-dedans, demain vous aurez un président de gauche, vous aurez un président de région de gauche qui dirait « Moi, je ne veux pas payer pour l'Auvergne, parce que franchement, cette région, elle n'est pas du tout productive. Je l'aime, c'est la mienne. » Et donc, la gauche tombera également là-dedans. Donc, il est aujourd'hui important, fondamental à la fois pour l'âme de la gauche et également, je dirais, pour l'avenir du pays, qu'on se lève et qu'on accepte sur ce sujet de dire « c'est pas secondaire, il est temps de dire non ». Merci. Merci, ce sera le mot de la fin d'ailleurs. Donc je remercie chacun d'entre vous. Je vous invite à retrouver, non pas à vous lever tout de suite, mais à retrouver tous les replays qui seront disponibles sur le site ugr2023.fr. Je vous invite à rester dans la salle puisque nous allons ensuite accueillir Marie-Noël. Voilà. Pas tout de suite. Dans 5 minutes, le temps qu'il y ait une petite respiration pour chacun. Merci beaucoup.